Bienvenue dans ce récit mystérieux qui vous transporte au cœur des massifs forestiers du lac Baïkal, où la nature sauvage rencontre l'irrationnel et où les anciennes légendes sibériennes prennent vie. Ce texte relate l'histoire d'Alexei, un jeune garde forestier envoyé dans un territoire maudit, et de ses rencontres avec le surnaturel. Préparez-vous à pénétrer dans un monde où les esprits de la forêt veillent, où les pierres anciennes murmurent des secrets oubliés, et où la frontière entre le réel et l'imaginaire s'efface dans la brume de la taïga. L'année 1979. Les massifs forestiers du lac Baïkal. Dans l'un des villages d'un centre de district, il était 16h16 selon l'heure locale. Tu seras le 8e, dit une voix rauque. Pardon, le 8e. Un homme au visage buriné et renfrogné, assis sur un banc devant le bureau du président du comité de district, examina le nouveau venu des pieds à la tête. Sur son visage ridé et peu accueillant apparut une triste grimace. Et où donc nous envoie-t-il dans notre coin perdu? Je n'y comprends rien. Tu devrais encore être sur les bancs de l'école. Morveux. Et pourtant, je suis là, répliqua Alexei, vexé par le ton insolent de l'inconnu. L'homme n'était certes plus jeune, mais aucune chaleur ne transparaissait dans sa voix. 7 gardes forestiers sont déjà passés avant toi, et tu es le plus jeune, un simple gamin. L'inconnu portait une vieille pelisse usée sur les épaules, déboutonnée, laissant apparaître un maillot de corps rayé sous lequel s'échappaient des poils noirs. Bien que sa tête soit couverte de cheveux gris. Les endroits sont maudits ici, mon garçon. Tu viens probablement de l'armée? C'est exact. Autre chose. Court et clair. Quel âge as-tu? 24? Ne t'inquiète pas, tu as déjà un enfant et une belle femme qui t'attend en ville. Alexei baissa aussitôt la tête, ses yeux prenant un éclat vitreux, fixant le vide. Une femme de ménage passa dans le couloir avec un seau à la main. Derrière la porte portant l'enseigne du président du comité de district, on entendait des voix en réunion. Quelqu'un faisait un rapport. Un nœud lui serra la gorge. Elle était morte d'un cancer. C'est pourquoi il s'était réfugié dans ces contrées reculées, pour ne pas devenir fou de chagrin. Il ne voulait pas parler à un inconnu du fait que Katia, la fleur de sa vie, s'était éteinte et avait dépéri sous ses yeux en l'espace de quelques mois. Le cancer s'était aggravé, avait été le verdict des médecins impuissants. Combien de jours et de nuits avait-il veillé et dormi dans les salles d'hôpital? Il ne pouvait plus les compter. L'inconnu regarda le jeune homme avec une expression de tristesse. Il se racla la gorge. Pardonne-moi, vieil imbécile. On ne devrait pas juger les nouvelles gens aux premières impressions. Je t'ai vu si jeune, je me suis dit que tu partirais loin de chez nous. Je ne te demande pas de ta femme, je vois que cela te fait mal. Elle est morte d'un cancer, les médecins n'ont pas pu l'aider. Tu es resté seul, avec un fidèle chien en prime. J'ai servi avec lui à la frontière. Alors tu es un garde-frontière avec un chien? Respectueusement acquiesça l'interlocuteur. Et où est ton compagnon? Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un ami pour la vie. Il m'a sauvé la vie au poste frontalier. Il est assis dans la cour, il m'attend. Ils gardèrent un moment le silence. Derrière la porte, le téléphone sonnait. Sur le banc voisin de la réception attendaient plusieurs habitants du village. Une jeune femme jetait de courts regards sur le nouveau visiteur. « Je suis désolé pour toi, mon garçon. Ici, comme on dit, c'est sous les fanfares. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos contrées? De quoi me faites-vous peur ?» demanda Alexei, légèrement agacé. « Tu veux savoir? Je veux. Est-ce pour rien que je me suis rendu dans ce trou perdu? Tu es en train de t'inscrire auprès du président, n'est-ce pas? Comment avez-vous su que j'attendais le garde forestier? Il y avait des rumeurs. Mais nous ne savions pas qu'ils enverraient quelqu'un d'aussi jeune. Alors j'ai deviné. Les nouveaux visages sont rares ici, d'autant plus que tu as une valise. » Il désigna le bagage dans le coin. La mienne. Et je n'ai trouvé nulle part où m'allonger. Alexei, venant tout juste de descendre de l'autobus, était arrivé ici directement. Ils avaient à peine pu arriver en suivant les sentiers à travers la taïga. Tu feras encore connaissance avec elle. Avec qui? Avec elle. Pas avec qui. Avec quoi? Avec la taïga. Elle, mon frère, si elle t'accepte, elle ne te laissera jamais repartir. C'est ma parole. Déjà 7 ne sont pas repartis. Tu seras le 8e. Entre, mon garçon. Laisse-le attendre. Je te zuivrij. L'interlocuteur se leva avec détermination, rajusta ses vêtements, fit un clin d'œil. Tu passeras la nuit chez moi. Ce soir, autour du dîner, nous réfléchirons où te loger. Je vais chez le président 1 minute, puis je t'attendrai dans la cour. Qui es-tu? Nous nous présenterons au dîner. Appelle-moi Sémion. Mon nom de famille est Nechaef. Je te raconterai où le malheur t'a conduit,
Dans quels endroits maudits et quels lieux sacrés? Et moi, on m'appelle Alexei. Alors Lyosha. Sémion plissa les yeux avec malice. Je sais. J'ai entendu parler de toi par le président. Je connaissais le nom, mais pas l'âge. Maintenant je l'ai vu. Ces derniers mots, il les prononça avec un soupir. Il ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Alexei regarda autour de lui, déconcerté. Cette garde forestier avant lui? Et où étaient-ils tous? Quels étaient donc ces endroits si maudits? Les pensées l'assaillirent comme une vague. Que pouvait-il se passer dans ce trou oublié de Dieu, dans ce coin reculé de la taïga où l'autobus ne venait qu'une fois par mois? Où l'avait conduit le destin? Il semblait savoir qu'il allait devoir affronter quelque chose d'inconnu et d'inquiétant. Ou peut-être même de terrifiant. Un pressentiment de quelque chose de maléfique traversa fiévreusement son esprit. Il n'eut pas le temps d'approfondir. Sémion sortit, désignant la porte. Maintenant, tu t'inscris. J'ai dit au président que tu vivrais chez moi jusqu'à ce que nous partions pour ton forestage. Nous partons? Bredouilla Alexei en se levant. Oui, nous devrons vivre et travailler dans la taïga. C'est pour cela que tu es venu, non? Nous irons ensemble. Et toi, qu'en pensais-tu? Je suis ton assistant. Et il sortit dans la cour. Alexei, complètement déconcerté, détacha son regard de la jeune femme et se précipita vers le bureau du chef. S'il avait pu remarquer du coin de l'œil l'expression du visage de l'inconnu, une peur indicible transparaissait dans son regard. Et pourquoi les autres visiteurs avaient-ils des expressions si tristes quand ils le regardaient partir, fixant son dos? De tout cela, Alexei ne remarqua rien. Il était arrivé. Il était devenu le 8e garde forestier, ne se doutant absolument pas de ce qu'il attendait. 4000 km² de taïga impénétrable, avec ses coins reculés, ses marécages sans âme, ses rares chasseurs à la fourrure, ses braconniers et ses chercheurs d'or, ces immenses massifs forestiers qu'il avait accueillis, l'avaient absorbé, l'avaient dévoré sans laisser de traces, comme l'avait dit l'étrange inconnu nommé Sémion. Son service ne faisait que commencer. Extrait du journal d'Alexei, 16 octobre. Premier jour dans le nouvel endroit. Je vais noter les divers événements qui peuvent nous arriver dans la taïga. Je me suis inscrit au comité de district, j'ai immédiatement fait connaissance avec un homme sombre et âgé d'une 50aine d'années se présentant comme Sémion. D'après les premières impressions, c'est un homme solitaire, renfermé sur lui-même. Mais quand il m'a invité à dîner et à passer la nuit chez lui, j'ai cru voir de la tristesse dans ses yeux. Je commence progressivement à m'habituer au nouvel environnement. Le village n'est pas grand, l'autobus ne vient dans ce coin perdu qu'une fois par mois, plus 2 fois par mois arrivent des camions de provisions pour ravitailler la population d'environ une centaine de familles. Il y a un magasin de district, des entrepôts, une écurie pour les chevaux, une base de produits alimentaires, des garages pour les véhicules tout-terrain, une station radio. Pas de bibliothèque, pas de club, pas même d'école ni de crèche, car il y a très peu d'enfants. Il s'agit principalement de pêcheurs, de chasseurs, de gardes-chasse, des restes d'anciennes coopératives de chercheurs d'or. Sémion a proposé de passer la nuit, demain nous partirons à cheval vers le lieu du nouveau travail. Selon Sémion, nous contrôlerons la protection contre l'incendie dans le secteur le plus éloigné où, avant moi, était déjà passé cette garde forestier. Ce qui leur est arrivé, Sémion ne raconte pas encore, préférant mystérieusement éluder la question. Mais d'après ses allusions, j'ai compris que quelque chose clochait. Ont-ils démissionné de leur plein gré ou leur est-il arrivé quelque chose? Sémion garde le silence pour l'instant. Je suppose que ce mystère sera bientôt révélé par moi. Quand il me regarde, de la tristesse et même, dans une certaine mesure, de la pitié apparaissent dans ses yeux. Au dîner, il a laissé échapper qu'il avait un fils de mon âge, et en me regardant, il se souvient souvent de lui. Quelle tragédie est arrivée à son fils, je ne sais pas encore, tout comme je ne connais pas le sort de son épouse. Mais quand j'ai mentionné Katia, des larmes ont brillé dans ses yeux. D'après tous les indices qui me sont progressivement révélés, ce n'est pas un type si désagréable. Simplement un homme seul, qui n'a pas eu l'occasion depuis longtemps de se confier à quelqu'un, resté sans femme et sans fils. En sortant dans la taïga, sur 2 chevaux, nous devons parcourir une 50aine de kilomètres par des sentiers, des marécages, des ravins, des épais fourrés de sapins et des précipices. Encore 10 kilomètres après le dernier village de pêcheurs, un guide local, un bourriate parmi les pêcheurs, doit nous rencontrer avec des chevaux. Il transmettra les chevaux au village dans la taïga, puis à 3 nous ferons encore une 50aine de kilomètres jusqu'au lieu de mon nouveau service. Selon Nechaef, là-bas se trouve un petit camp des anciens gardes forestiers. Une tour de guet, une grange, une pompe à eau, une isba en rondin, et dans un rayon de 100 km autour, pas l'ombre d'une civilisation. On pourrait y aller en hélicoptère, mais dans ces forêts impénétrables et ces tourbières où je dois arriver,
Il n'y aurait tout simplement pas eu d'endroit où atterrir. Sur la carte, c'est une immense tache blanche inexplorée d'un rayon de 300 km. Mais d'après les récits des Bouriates, là-bas ce sont des marécages continus, de petits lacs et des rochers. Devant nous, avec Sémion, nous attend la taïga sans fin. Et plus loin, Sa Majesté le Baïkal. Nous emportons des provisions pour 4 à 5 jours. Le reste des approvisionnements sera livré depuis le village de pêcheurs. Notre guide nous apportera un compagnon qui récupérera le cheval restant. Lui-même nous conduira jusqu'au camp, puis retournera à son village. Là-bas, nous resterons à 2 pendant 2 longs mois pour surveiller les feux et repousser les braconniers. Armes, munitions, jumelles, radios, télescopes pliants portatifs, médicaments, tabac, gourdes volumineuses, alcool, fusées éclairantes, sacs de couchage, moyens contre les insectes et autres équipements. 2 fusils avec des munitions de rechange. Une partie de l'équipement est restée dans le camp du dernier garde forestier. Nourriture pour les chevaux. Mon chien Fart, un berger de l'Est européen, me accompagnera. Il restera à mes côtés, ne s'éloignera nulle part sans ordre. Demain matin, nous partirons. Qu'est-ce qui nous attend? Seul le destin le sait. Sémion garde le silence et me regarde avec nostalgie. Ce journal, je le tiendrai pour toi, Katechka, mon ange bien-aimé. Je te parlerai, je partagerai mes impressions, même si tu n'es plus là, plus sur terre, mais dans les cieux. Sur ce, la première entrée du journal était terminée. Rien d'imprévu n'était arrivé ce jour-là. Mais il se trompait. Cela arriva. Le début de ces événements fut posé dès qu'ils quittèrent le centre de district. Le village resta derrière eux. Les chevaux, chargés de provisions et de tout le nécessaire, ne pouvaient supporter les cavaliers. Ainsi, en s'enfonçant dans la taïga, les 2 voyageurs les conduisaient par les rênes, progressant à pied avec eux. Sémion, l'interlocuteur d'Alexei, garda le silence la majeure partie du chemin, comme s'il rassemblait ses pensées. Et le nouveau garde forestier le bombardait de questions auxquelles il recevait des réponses maigres. Nous allons vivre et travailler ensemble, tentait de le faire parler Alexei en conduisant le second cheval derrière lui. Le chien Fart marchait à côté, complètement indifférent, parfois humant les odeurs de la taïga avec des narines dilatées par l'excitation. « Tu veux savoir » demanda Nechaef, le tirant de ses pensées tristes. « Tu as à peine soufflé mot au dîner. Comprends-tu » demande. Eh bien, par exemple, la question principale. Pourquoi suis-je le 8e? D'après vos dires, il y en a eu 7 avant moi. Oui, en 4 ans, tu es le 8e. Et où sont ces 7? Nechaef haussa les épaules. Certains sont quelque part. Mais pour la plupart, la taïga, leur mère adoptive, les a engloutis. Alexei Esetofa. Fart aboya sèchement sur un écureuil importun qui leur jetait des pommes de pin depuis les cèdres. Brules. Certains sont morts des mains de braconniers. Brules. Le commerce illégal de fourrure, plus leurs assistants bourriates et tout le reste. Tout cela en moins de 4 ans. Le jeune garde forestier nouvellement arrivé en resta bouche bée. 7, répéta machinalement Nechaef. Et lui-même, en ce moment, se livrait aux souvenirs. Vitia, pensa-t-il, mon fils. Ces derniers temps, tous les jeunes visages qu'il rencontrait par hasard lui rappelaient son fils. Et plus il pensait à lui, plus il lui semblait que toute la vie de son fils avait passé d'une manière monstrueusement insaisissable, avait glissé sans qu'il s'en aperçoive, s'était brisé soudainement et absurdement. Le fait est que l'un des 7 gardes forestiers était justement son Victor, l'avant-dernier, le 6e. Il se souvenait particulièrement bien du dernier jour. Avant que Victor, en tant que nouveau garde forestier, ne parte dans ce secteur, il avait promis à son père de rapporter plusieurs pots de zibeline et de hermine. Victor disparut sans laisser de traces, ne rentrant jamais, tout comme les 6 gardes forestiers qui l'avaient précédé dans ce carré de forêt sauvage et mortelle. La taïga brûlait constamment, par endroits localement, par endroits par massifs entiers. Pour les gardes forestiers, seuls ou par paire, on avait aménagé des plateformes d'observation spéciales de tel ou tel carré, où ils vivaient de manière autonome dans des isbas, des cabanes en rondins, des terriers, des baraquements, selon ce que permettait le terrain. Chaque jour, ils montaient sur une haute tour de guet, observant à la jumelle le territoire adjacent, et s'ils découvraient des foyers d'incendie, ils alertaient immédiatement les équipes de pompiers forestiers. Pour cela, le garde forestier et ses assistants avaient toujours des radios. Mais la radio de Vitia était tombée en panne, s'était brisée pendant un violent incendie. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'on apprit que là où se trouvait son fils, un incendie dévorant avait ravagé 3 dizaines de kilomètres carrés. Avant qu'il ne soit arrêté par l'un des affluents de l'Angara. Victor n'avait tout simplement nulle part où se cacher, nulle part où fuir. Là-bas, évidemment, son assistant, un chasseur bourriate, avait également péri.
En racontant cela avec amertume, Nechaev expliquait parfois brièvement ses réponses à de courtes questions. Voilà. Feux de forêt, répéta-t-il, des feux de taïga. Quand brûlent des massifs entiers du Pré-Baïkali. Et toi, tu étais seul quelque part en ville, tu étudiais et faisais ton stage. Avec un sentiment de tristesse, répondait le jeune homme. L'histoire de Victor l'avait horrifié. D'après Sémion, Victor était son aîné de quelques années, mais n'avait pas encore eu le temps de se marier et avait péri dans un embrasement généralisé de la taïga, n'ayant pas eu le temps de voir l'hélicoptère de sauvetage. Nous avions eu des cours de survie dans la taïga, mais n'oubliez pas que j'ai aussi servi à la frontière. Laquelle? Avec la Mongolie? Je respecte, répondit simplement Sémion, s'enfonçant machinalement dans ses souvenirs. Mais ce qu'il se souvenait le plus vivement, c'était autre chose. Ce qui le torturait ensuite. Sa femme au visage effrayé et aux yeux éteints par la douleur, s'effondrant sur le sol en apprenant par les bourriates la disparition sans trace de leur fils. Pendant 2 longs mois, on l'avait cherché dans tous les recoins de la taïga calcinée, mettant sur pied les habitants locaux, les pêcheurs, les colons, et même appelant la garnison de soldats du centre de district. Sa femme issa, sous ses yeux même. Bientôt, elle partit pour la Grande Terre, à Saratov. Elle cessa d'écrire, puis finit par se remarier. Elle avait rayé de sa vie son ancienne existence. Sémion resta seul. Quelques mois plus tard, dans leur district, apparut le dernier. En ce temps-là, la douleur de Sémion s'était apaisée. Il s'était habitué à la solitude. Jusqu'à ce qu'un jour, un Sibérien ne disparaisse dans le même secteur que son fils. Tout se répétait à nouveau. Personne ne connaissait les causes de la disparition d'aucun des gardes forestiers. Ils vivaient toujours par 2 avec un assistant, principalement des bourriates, et disparaissaient sans laisser de traces, eux aussi ensemble. Les 2 premiers n'avaient pas disparu. Victor non plus. Depuis lors, ce secteur de la taïga, avec la tache blanche sur la carte d'un rayon de 300 km, était appelé non autrement que le lieu maudit. Maintenant, en tant qu'assistant dans ce quartier effroyable, Sémion s'était porté volontaire pour revoir de ses propres yeux le lieu de la tragédie de son fils. Seulement, le malheur voulait qu'on ait envoyé un jeune homme, presque encore un gamin, bien qu'ayant déjà servi à la frontière. Lui aussi seul, ayant perdu sa femme, n'ayant qu'un fidèle berger comme ami. Je me blâme constamment de ne pas être parti avec mon fils. J'aurais pu surveiller, conseiller, protéger de la mort. Au lieu de cela, un pêcheur expérimenté l'avait suivi. Voilà, tous 2 ont brûlé, apparemment. 4 ans, 7, souffla Alexei, fasciné. Et votre fils était le 6e? Le 6e, répéta Sémion comme un écho. Le 7e, d'après les rumeurs, est mort des mains de braconniers. Là-bas, là où nous devrons vivre toi et moi. Vous y êtes allé quand vous cherchiez Vitia? J'ai exploré tout, gaiement, mais sans joie. Mais après Vitia, là-bas se trouvait le dernier, le 7e, lui aussi avec un assistant. Voilà, ils ont disparu ensemble. Les sauveteurs ont trouvé une pile de douilles tirées, comme si tous 2 s'étaient défendus contre des ennemis invisibles. Ce sont des braconniers. Ils sont au moins 4, une section entière. Ils ont découvert 4 personnes au minimum. Oui, ils ne chassent pas seuls dans la taïga profonde, sachant que les gardes forestiers sont toujours par paire. 4 contre 2. Voilà, ils les ont tués. Ni corps ni trace. Tout est nettoyé, balayé, dissimulé dans la mousse. Comme si des professionnels avaient opéré. Des ours ou des loups. Avec une telle cadence de tir, les gardes forestiers ne se seraient pas défendus. Sur chaque ours, une paire de coups de feu suffit. Et là, c'est un massacre. Fart, tendant l'oreille, plaqua son nez contre la mousse, humant une odeur au loin. On entendait le grondement des rapides de l'un des centaines d'affluents de l'Angara. Maintenant, voilà qu'à la place de mon fils et du 7e dernier garde forestier, nous nous dirigeons, toi et moi. Je ne suis pas parti avec mon fils à l'époque, maintenant je vais avec toi. Ils avaient déjà passé une nuit, nourri les chevaux, dîné. Vers la fin du 2e jour, ils allumèrent un feu, s'arrêtant pour la 2e nuit. Ils abattirent une loutre de rivière pour la dépecer. Dans le ciel noir s'étendaient ces merveilleuses manches étoilées, scintillantes de myriades d'étoiles. Les prédateurs n'avaient pas encore été rencontrés. Et tu sais quoi? Alluma-t-il sa pipe, dit mystérieusement Sémion. Dans ces endroits, quand après la tragédie, il y a 1 an et demi, j'ai exploré pratiquement chaque mètre de la taïga, dans les taillis d'épinettes, à une centaine de pas, j'ai découvert 5 pierres sculptées. Une pause s'installa. Fart aboya, les chevaux attachés hennirent. Je ne comprends pas, dit Alexei. Des pierres sculptées? Des formations rocheuses taillées dans les falaises? Des objets de culte rituel des anciens? Des foyers? Les vieux pêcheurs racontaient que dans ces endroits où nous nous dirigeons,
dans cette tache blanche sur la carte, dans des temps immémoriaux, vivaient leurs lointains ancêtres. Quelque chose comme une civilisation puissante pour l'époque, s'étendant le long de tout le Baïkal. Du point de vue des savants, ce pourrait être des échos de l'Hyperborée. J'ai entendu parler d'une telle civilisation, technologiquement en avance sur son temps, acquiesça Alexei fasciné. À la télévision, dans l'émission Évidence de l'incroyable. J'ai lu dans les magazines Techniques de la jeunesse et Autour du monde. Voilà, 5 monolithes de pierre de formes étranges, répétant des formes sculpturales féminines. Je les ai vus. De vrais blocs de pierre avec des seins taillés, des inscriptions dans une langue incompréhensible, en demi-cercle comme autour d'autels rituels depuis longtemps effondrés. On y offrait des sacrifices. Lyosha, soupira-t-il. 5 cèdes. 5 pierres sculptées. Vous avez dit cèdes? Oui. Ce sont des formations rocheuses parfaitement rondes en forme de sphères de différentes formes et tailles. En science, on les appelle des sphérolithes. De telles pierres sphériques se rencontrent sur la Manche, la Témire, le Yamal, et ici, sur le Baïkal. Alexei expira. Parfaitement rondes, avec une précision mathématique impossible à tailler à la main. Alexei regarda le feu, Fart, les chevaux devenus silencieux, puis jeta un œil aux étoiles, demandant hésitant. Des extraterrestres? Nechaev eut un rire triste, se souvenant comme son fils Vitya aimait regarder dans le télescope. Peut-être eux aussi. Qui sait? Il haussa les épaules. Je n'ai pas fait d'université, je suis un homme ignorant en ces matières. Quand tu les verras toi-même, alors nous prendrons une décision. Mais Alexei sentait déjà que cela sentait le prix Nobel. Attends, calma son ardeur le camarade aîné. Je ne t'ai pas encore dit l'essentiel. Alexei écarquilla les yeux, fixant son attention sur lui. Près de ces monolithes et de ces sphères, il y avait des lueurs incompréhensibles. Il chercha ces mots du bout des doigts. Quelque chose comme un phénomène atmosphérique. Ni une lueur, ni une lumière. Une teinte bleue qui se répandait dans l'air. Des lumières de Saint-Elme, voulez-vous dire? Comme sur les mâts des navires. Une ancienne croyance des vieux marins. Je sais ce que sont les lumières de Saint-Elme, Lyosha. Non, pas elles. Ni des éclairs en boule, ni des aurores boréales. C'était un rayonnement, comment te dire? Il était bleu, remplissant l'air comme vivant, peut-être. Il leva les yeux vers son interlocuteur. Et tu sais quoi? Cette apparition m'a inspiré une telle peur que, trébuchant, à peine regardant où je mettais les pieds, je me suis enfui de là de toutes mes forces. Ce n'était pas de la peur ordinaire, mais une vague d'horreur, froide, panique, qui pénétrait dans l'organisme. Il me semblait que quelque chose de visqueux, d'outre-tombe, s'insinuait en moi, enveloppant tout de l'intérieur comme un parasite. Tout aspirait, une force inexorable semblait repousser au loin, comme pour dire « N'approche pas, étranger, cette terre n'est pas la tienne, tu es ici un hôte non invité. » C'est plus tard que j'ai compris, quand je suis revenu à moi, assis dans la cabine de l'hélicoptère, que l'on ne me laissait pas approcher. Cette lumière était vivante, répéta-t-il, et se tut. Alexei, les yeux incompréhensifs, fixa le feu. Le crépitement des flammes. Quelque part, une chouette ulula. Au-dessus de leur tête, des étoiles filantes silencieusement tracèrent leur sillage. C'est là-bas, dans ces endroits maudits, que nous devions aller. Là où le feu a ravagé tout un secteur de la taïga, où mon fils est mort avec son guide, où ton prédécesseur a été tué il y a 1 an, là où nous sommes destinés à voir ces idoles et ces rayonnements bleus. Repoussant les pensées inquiétantes qui troublaient son âme et avec lesquelles il devrait encore composer sur place, Alexei murmura rêveusement. L'année prochaine, les Jeux Olympiques de 1980. Ah, si seulement je pouvais y assister. Il voulait se distraire, lui et Sémion. De cela dépendait beaucoup, sinon tout. Il commençait déjà à s'habituer à cet homme solitaire et triste. Et quand son compagnon s'enveloppa dans son sac de couchage, sous la surveillance attentive de Fart, Alexei nota dans son journal. 19 octobre. 2e nuit dans la forêt. Temps clair, nuit étoilée. On sent le premier souffle de l'automne. Les insectes sont légion, mais des pommades spéciales avec répulsifs nous sauvent. Les chevances progressent lentement, il faut constamment traverser des ravins, des marécages. Des sources, des sentiers de bêtes mènent aux abreuvoirs. On entend les rapides de la rivière, les rapides. Quelque part dans ces endroits, d'après Nechaev, devraient se trouver des mines abandonnées de chercheurs d'or. Près du feu, il racontait des choses incroyables sur les anciens rituels des chamans bouriates, avec des pierres sculptées encore découvertes par personne d'autre que lui. Et peut-être son fils. Je me souviens de toi, Kasyusha. Comme nous vivions merveilleusement bien. Katanka. Mon ange envoyé du ciel, tu t'es fané peu après le mariage,
dépérissant sous mes yeux, n'ayant pas eu le temps d'avoir un enfant. Nous aurions eu un merveilleux petit être. Ou peut-être des jumelles que j'aurais aimées éperdument. Pourquoi le destin est-il si injuste? Sa bureaucratie céleste m'a pris ce que j'avais de plus cher. J'ai perdu le sens du temps, le goût de la vie. Maintenant, je te parle et mon âme s'éclaircit. Je suis ici seul, dans les forêts et les marécages, si l'on ne compte pas notre fidèle Fart et mon nouvel assistant, un homme d'un âge respectable, lui aussi ayant perdu sa famille. Nous vivrons avec lui dans le camp abandonné par les anciens gardes forestiers, surveillerons la taïga et préviendrons les incendies, dans la mesure de nos forces. En prenant congé de toi aujourd'hui, je te dirai que je pars vers des lieux peu étudiés, où hormis les braconniers et les gardes forestiers, le pied de l'homme ne s'est pas posé. Et ce que nous apporteront ces pierres sculptées et ces rayons effrayants d'une intelligence inconnue dont parlait Sémion, seul le destin le sait. Ces rayons et ce rayonnement bleu autour des idoles m'inquiètent de plus en plus. Je t'aime, comme tu me manques. Si seulement tu savais. Une petite larme tomba sur le papier. Alexei la chassa d'un revers de main, ferma le carnet, regarda le ciel noir étoilé. De la lune, sur l'eau bouillonnante, s'étendait un chemin d'argent. Et dans cette obscurité, d'abord quelque chose d'enchantant, puis d'inquiétant, enveloppant l'âme d'une malveillance sourde. Le feu crépitait, les grenouilles coassaient, les rapides grondaient. Fart, les oreilles dressées, semblait voir des lueurs bleues errant dans les buissons, des silhouettes fantomatiques projetant des ombres étranges des idoles de pierre. La nuit passa calmement. Personne ne les dérangea. Seulement au loin, vers le matin, quelque part un ours rugit. C'était pour le mieux. Si un ours rôdait, les braconniers ne devaient pas être loin. Ils étaient invisibles, effrayants, attendant sur leur route, obstinément. 3 voyageurs chargés de sacs à dos, avec des fusils en bandoulière, se dirigeaient vers l'emplacement du camp. Le fidèle chien humait l'air. Ils devaient passer 2 mois dans la taïga à 2, sans compter le chien. C'est intéressant, pensait Alexei. Sommes-nous condamnés, Sémion et moi? Fedor Partira. Et l'inconnu les attendait. Quand il restait une demi-journée de marche jusqu'au camp, Fart se mit soudain à s'agiter nerveusement. Jusqu'au déjeuner, ils marchèrent en file indienne derrière le guide. Celui-ci indiquait le chemin à travers les fourrés impénétrables d'épinettes qui alternaient avec des marécages se transformant en ruisseaux bouillonnants, derrière lesquels s'étendaient immédiatement de profonds ravins. Parmi la mousse et le lichen, des collines surgissaient soudain, puis des gouffres sans fond d'où jaillissaient des rochers de partout. On sentait déjà le souffle puissant de Sa Majesté le Baïkal. Les méandres sinueux de l'Angara restaient sur le côté. Au-dessus de leur tête, des buses rapides volaient. Apparurent des serpents, des crapauds, des hérons, des loutres furtives. Une fois, ils aperçurent un renard roux solitaire glissant dans les buissons. Ici, il y a beaucoup de zibelines et de hermines, expliqua Fedor. Une vraie réserve. Si ce n'était pas pour les braconniers qui tirent hors saison, posent des pièges. L'un part, l'autre arrive, ils se remplacent. Et comment ces 4-là qui sont ici depuis 5 ans? Demanda Alexei. Ceux-là, erreur. Ils vivent ici longtemps, se sentent maîtres de la taïga. Ils tuent les autres, tirent sur leurs propres complices. Qui veut des concurrents? Ricana Nechaef, soufflant sous le poids du sac à dos. C'est précisément à ce moment que Fart dressa l'oreille. Il grogna sourdement sur quelqu'un dans les fourrés. Ce ne sont pas des gens, il aurait aboyé fort, informa immédiatement l'inconnu. Ici, quelqu'un de gros. Attention. Sémion leva son fusil, mais Fart s'était déjà élancé dans la direction opposée. Un ours. Le maître de la taïga est venu à nous. Écartant les branches avec ses pattes, brisant les buissons, une masse colossale sortit des fourrés. Le seigneur du Baïkal était si énorme qu'il cachait les arbres les plus proches dans son ombre. Se dressant sur ses pattes arrière, le rugissement qui s'échappa de sa gueule était destiné au chien qui, grondant, s'était jeté sous ses pattes. Une seconde, et la puissante machine racla l'air de ses griffes, manquant le chien de quelques centimètres. La gueule béante avec ses crocs pointus, d'où s'écoulait une écume bouillonnante, le regard injecté de sang cherchait sa proie. Fart, en arrière. Cria Alexei. Le guide levait déjà son carabine quand l'ours, de toute sa masse monstrueuse, s'abattit sur Sémion. Encore une seconde, et il ne serait resté de l'assistant d'Alexei que des entrailles déchiquetées. Mais à temps retentit un coup de feu. La détonation fit tressaillir la masse de l'ours. Le bourriat avait logé une balle. Le second coup de feu tonna, cette fois déchirant la fourrure brune. La machine de meurtre se tordit une deuxième fois et commença à s'effondrer sur le côté, raclant le lichen de ses griffes. Fart était déjà près de la carcasse, haletant, sa gueule ensanglantée.
Le seigneur griffait encore le sol autour du chien, mais ses forces puissantes l'abandonnaient rapidement. Les yeux se révulsèrent, la langue sortit, le corps s'étendit dans toute sa longueur monstrueuse. Une dernière convulsion, et il s'immobilisa sur le sol. Tout était fini. Les 3 hommes entourèrent la bête abattue. 3 coups de feu pour l'abattre, souffla Nechaef, abaissant son carabine. Quelle force puissante était prête à jaillir de cet organisme. Un anthropophage, détermina le guide. Pardonnez-moi, les sourcils d'Alexei se froncèrent. Comment ça, anthropophage? Il voulait sortir des buissons pour attaquer. Oui, le chien l'a empêché, il l'aurait avalé d'une bouchée. Le garde forestier, il attaque n'importe qui. Il arrive que nos pêcheurs se fassent déchirer par des ours. Alexei, abasourdi, s'assit par terre. Sémion sortit un appareil photo de son sac, prit quelques photos sous différents angles. On enlèvera la peau, on fumera la viande, dit Fédor. Le premier coup de feu était le sien, et il avait visé juste. Le trophée est à lui. D'accord, commandant, plaisanta-t-il en clignant de l'œil. Quand tous eurent peu à peu repris leurs esprits, Alexei se contenta d'acquiescer, perplexe. 2 heures plus tard, ils s'installèrent près du feu pour fumer la viande pendant tout le reste de la journée. Fart, en tant que fidèle gardien, reçut les morceaux les plus savoureux. L'effroi et la peur de l'attaque soudaine s'apaisèrent peu à peu, les mains cessèrent de trembler. Une tasse d'alcool dilué passait de main en main aida. Cela aurait pu être pire, réfléchissait Sémion près du feu enfumé sur lequel on fumait la carcasse. On avait dépouillé la bête, accroché la peau à sécher sur une branche au-dessus du feu. On avait creusé un trou, l'ayant enfoui sous des charbons où mijotaient les morceaux les plus gros. Il sera dommage de laisser tout cela, résuma Alexei, regardant la montagne de viande inutilisée. Nous ne pourrons même pas emporter la moitié. Nous allons allumer un second feu et fumer la viande en route, répondit le bourriate. Je vous conduirai au camp, puis je reviendrai et je fumerai encore. Il veut dire, fit un clin d'œil Alexei à Sémion, que pendant que nous nous installerons là-bas le premier jour ou 2, il reviendra ici et fumera tout ce qu'il pourra. Demain, vers midi, si nous partons de bonne heure, nous serons déjà au camp, et il repartira immédiatement. Pendant ce temps, nous nous installerons, nous ferons démarrer la pompe à eau, le générateur, nous réglerons les radios. Au fait, j'oublie toujours de demander pour le générateur. Et si ceux qui ont tué l'ancien garde forestier l'ont emporté? Je veux dire, quand après l'équipe de secours ils sont revenus et ont pillé tout ce qui était possible. Le président et moi y avons pensé un mois avant ton arrivée. Il a envoyé un hélicoptère là-bas, et ils ont déposé 2 gars. Ils ont tout inspecté, jusqu'à la citerne de gazole pour le générateur. Tout est en place. Personne d'autre n'est venu au camp. Et pourquoi les braconniers feraient-ils de tels détours de leur commerce? Ils attendront les nouveaux habitants, c'est-à-dire nous. Et quand ils nous attendront, alors ils se présenteront. Il se hâta de changer de sujet. Avant de partir, les gars ont laissé une partie de l'équipement et des provisions pour les futurs gardes forestiers. Le président s'est occupé de nous. Nous ne périrons pas, Lyosha. Il lui tapota le paule. L'essentiel est de survivre et de ne pas laisser se propager les incendies majeurs. Puis on te trouvera un remplaçant et vous vous relayerez tous les 2 mois. Lui avec un assistant, toi avec moi. C'est ce que tu voulais en venant ici. Le mien viendra vous rendre visite dans 1 mois, proposa Fédor. Sur ce, ils décidèrent. Alexei nota dans son journal le soir, 23 octobre. Aujourd'hui, en approchant du camp, à une demi-journée de marche, un ours colossal nous est tombé dessus. Et encore une fois, Fart nous a sauvés avec son avertissement. La lutte a été terrible. Si le bourriate Fédor n'avait pas tiré le premier, cette bête aurait eu le temps de déchirer Sémion en morceaux. J'ai tiré le 2e coup, le 3e a achevé l'ours Nechaef lui-même. On a dépecé la carcasse, le guide emportera la peau au village. La viande, nous allons la fumer jusqu'au matin. Fédor dit qu'un autre ours erre dans les environs. Il pourrait apparaître à 2. Vivre 2 mois ici est tout à fait possible. S'ils ne sont pas des braconniers, alors un nouvel ours. Peu importe, nous avons Fart et beaucoup de munitions. Et le bourriate nous rendra visite dans 1 mois. L'essentiel est de surveiller depuis la tour l'apparition d'incendie. Pour ce cas, 3 hélicoptères équipés de capacités d'extinction aérienne sont stationnés dans les garnisons militaires de l'Angara. Quoi d'autre écrire? Katanka? Je m'habitue progressivement à mon nouveau compagnon, à la taïga. Il y a déjà eu un premier baptême du feu avec les braconniers et l'ours. Ici, ce n'est certes pas la frontière où j'ai servi. Tout est nouveau et inexploré pour moi. Vers ces mystérieuses pierres sculptées et les totems rituels dont parlait Fédor. Si je vois là-bas ce rayonnement bleu, alors je croirai vraiment en une force mystique de l'au-delà. Pour l'instant,
Bonne nuit et des rêves éternels, mon amour. » Quand Alexei eut fini d'écrire, Fédor, qui était de garde, le réveilla. En s'endormant, le jeune garde forestier balaya du regard les buissons et encore une fois comme la fois précédente, il lui sembla voir des ombres errantes d'un rayonnement bleuâtre se répandre dans l'air. Encore cette inexplicable anxiété qui coupait l'âme. Encore ce frisson incompréhensible. Il lui sembla, non, il ne lui sembla pas, il sentit dans sa nuque un regard perçant venant des buissons, comme si quelqu'un d'invisible et d'inaccessible l'observait, pénétrait en lui, se dissolvait en lui sans laisser de traces. Il jeta un regard à Fart, mais celui-ci se taisait, la tête posée sur ses pattes. Quelque chose d'étrange se passait autour. Puis il s'endormit. Et le matin, ayant pris des provisions de viande fumée sous le feu, tous quatre, avec le chien, quittèrent le campement, cap sur le camp autrefois abandonné. Ils marchèrent jusqu'au déjeuner, apercevant déjà de loin, à la jumelle, la tour dominant la masse forestière. « C'est ton lieu de travail », expliqua le bourriate en jetant un coup d'œil rapide sur le disque rouge du soleil. « L'orage se trompe. Il sera ici en octobre, s'étonna Alexei. Des orages au printemps sur le Baïkal, peut-être, et en automne aussi. L'esprit du vent souffle, murmura Fédor. Les ancêtres pourrissent. À t'entendre, Fédor, toute la taïga est imprégnée de sortilèges mystiques, plaisanta Nechaev en retirant sa botte d'une flaque boueuse. Où que tu craches, partout des esprits, des ancêtres maléfiques, des fantômes. La nuit, tu verras le rayonnement bleu, impassiblement haussate-t-il les épaules. Les esprits errent dans les fourrés près du feu. Ton chef aussi regarde là-bas. Sémion se retourna vers Alexei. Tu as vu quelque chose ? Je crois que c'était une illusion, bredouilla le compagnon. Alexei eut honte de transmettre ses craintes à son ami aîné, puisqu'il ne comprenait pas lui-même ce qui lui apparaissait exactement. Des ombres de gens vivants ou une silhouette vacillante d'un rayonnement bleu. Leur conversation fut interrompue par l'aboiement de Fart qui s'élança sur une clairière spécialement dégagée au milieu de la puissante taïga. Au centre, vers le ciel, s'élevait une tour assemblée de blocs. Sa hauteur n'était pas moins de 30 mètres, ce qui équivalait à un immeuble de 9 étages. « Nous sommes arrivés », souffla le nouveau garde forestier en levant la tête vers la tour. « Bienvenue chez toi. » Et il se tut, un nœud lui serrant la gorge. Qu'est-ce qui les attendait? Quels événements pouvaient se produire dans la taïga pendant ces 2 mois? Sémion réglait déjà la radio, transmettant dans le micro. « Sur place, tout est en ordre. Nous acceptons pour l'inspection du territoire. » Fédor déballe les affaires pendant ce temps. Tout est calme. Pas de communication. Naturellement, Nechaev transmettait au président du comité de district de manière plus détaillée, mais Alexei ne saisit que les phrases clés. Ayant jeté son sac à dos à l'entrée de la cabane de garde, une isba solidement construite en rondin située dans le coin d'une sorte de cour entourée de fils de fer barbelés contre les ours, les loups et les braconniers, la porte s'avéra étonnamment non verrouillée. Plus précisément, elle se fermait par une serrure astucieuse que le guide avait enlevée, mais Alexei ne remarqua pas le cadenas. Il continua d'inspecter la cour. Sur le côté de la tour grandiose, avec 2 plateformes intermédiaires entre les blocs, se blottissait une pompe à eau délabrée avec une pompe hydraulique. Juste à côté se tenait une citerne couverte, évidemment celle où était stocké le gazole. « Voici notre lumière », finissant la communication, indiqua Sémion sur la cabane avec le générateur. « Maintenant je le démarre. Va inspecter l'intérieur. Choisis une couchette. Je vérifierai la pompe à eau et tout le reste. » Du coin de l'œil, Alexei aperçut 2 petites granges, mais en entrant dans l'isba, il décida de les inspecter à loisir. « Essuyez-vous les pieds, chef !» cria joyeusement Fédor de l'intérieur. « Maintenant, je fais le ménage, je chauffe le poêle, puis le dîner, et demain matin je repars. Le feu est là-bas. La viande dans le trou sous le feu ne doit pas se perdre. » Alexei parcourut rapidement les pièces du regard. Une salle à manger, qui faisait aussi office de cuisine, accueillant un poêle en fonte, des bancs, une table pour 4 personnes, une lampe sous le plafond. Les murs en rondin, le plancher en bois raboté. Modestement, à la spartiate. Dans le passage, on apercevait une chambre avec 2 couchettes, des matelas, des couvertures. 2 fenêtres dans la salle à manger, une dans la chambre, directement contre le mur des arbres. Derrière les fenêtres, le fil de fer barbelé à 2 pas. Et voilà, elle, Sa Majesté, la taïga. Et c'est apparemment ce que les hélicoptéristes nous ont laissé, indiqua-t-il de la main sur une caisse empilée dans un coin. Va déballer et regarder la cour et la tour, fais connaissance. Alexei brûlait lui-même d'impatience de grimper le plus vite possible sur la plateforme d'observation supérieure pour contempler les environs de ses propres yeux. Il cria à Sémion. « Je monte en haut. Je prendrai les jumelles et j'installerai le télescope, j'inspecterai les environs.
Sémion acquiesça de la tête, continuant à s'affairer avec la pompe à eau. Le générateur était déjà démarré, ce dont témoigna l'exclamation joyeuse du Bouriat à l'intérieur de l'isba. La lampe brûle, que le diable l'emporte. Comme elle brûle, nom de Dieu. Lyosha, vérifie immédiatement le projecteur en haut. Je ne vois rien, cria-t-il en retour, qu'est-ce qui se passe avec la pompe? La montée ne sembla pas difficile. Les blocs des sections étaient reliés entre eux par des rivets avec des entretoises. 2 plateformes et la plateforme d'observation supérieure. En cercle, comme le phare d'un phare dans une mer sans fin, s'élevait un puissant projecteur militaire. Dans les niches sous les renfoncements se tenaient 2 lampes de mineurs, un bidon d'eau croupie. Quand il balaya la puissante taïga de l'horizon à l'horizon, une vue d'une telle grandeur et majesté qu'il n'aurait même pas osé l'imaginer quand il se rendait ici, s'offrit à lui. Et ce qui rendait l'ensemble de la masse forestière encore plus saisissant, c'était la lumière du soleil couchant. Se détachaient de petits ruisseaux, les zigzags des ravins, les îlots rocheux saillants. Mais tout cela se perdait littéralement dans l'océan sans fin des arbres verts. Et là-bas, déjà au-delà de l'horizon, se sentait la proximité du Grand Baïkal. Des oiseaux planaient dans le ciel, on entendait les cris des canards et des oies, on sentait l'odeur des immenses étendues d'eau. Ayant installé le télescope et l'ayant réglé sur le carré choisi, il fit en tant que nouveau garde forestier le tour du territoire. Pas de foyer d'incendie. La première inspection pouvait être considérée comme réussie. Ayant allumé le projecteur et l'ayant dirigé sur la pompe à eau, il cria à celui qui était resté en bas. Celui-ci, tout couvert d'huile, agita furieusement la main. Ils descendirent à 2. Avec peine, ils démarrèrent la pompe, vérifièrent les granges où était empilé l'équipement, les pièges, autres techniques. Fart fut conduit dans un coin sous le haut vent de la véranda. Peut-être qu'il y avait une niche ici avant, mais Alexei ne la remarqua pas maintenant, décidant d'en construire une nouvelle demain. Et quand, s'étant lavé sous la pompe, ils revinrent dans l'isba, le dîner était prêt. « Essuie-toi les pieds, assieds-toi, mange, s'il te plaît », paraphrasa le guide d'un film. « Fédor, mon frère, nettoie la poussière, prépare sur le poêle là-bas dans le coin. Il y a une cave, dedans des conserves de l'hélicoptère, beaucoup de conserves. Demain nous regarderons. » Sémion acquiesca. L'odeur de la viande d'ours chaude rappela immédiatement Alexei l'attaque, lui laissant la vie sauve par miracle. Le Bouriat s'allongea sur un banc, Sémion sur l'une des couchettes. Alexei nota dans son journal, 24 octobre. Arrives. Vu et inspecté la tour, le lieu de garde. Tout est intact. Personne n'a visité le camp pendant plusieurs semaines. Sous la véranda, Fart a découvert au flair une douille tirée. Sémion a dit que c'était parmi les munitions des anciens gardes forestiers. Étrange, mais aucune autre trace de combat n'est visible. Comme si on avait nettoyé après le meurtre. Je me souviens que Nesha F disait que les corps n'avaient pas été découverts. Il s'avère que les braconniers attaquants les ont simplement emportés avec eux. Mais pourquoi? Pour quel but? Pour quelques rituels près de ces pierres sculptées dont parlait Sémion? Comme sacrifice, sans doute. Fédor ne cessait de parler de mauvais esprits, de fantômes et de sinistres rayonnements bleus. Bon, je ne vais pas deviner. Je demanderai à Sémion de m'emmener vers ces mystérieuses formations rocheuses et je t'écrirai, Katanka, ici dans le journal, ce avec quoi je devrais me confronter. Bien, mon amour, dors d'un sommeil éternel. Je suis toujours avec toi. La nuit passa calmement. Le premier jour de leur garde commença. Dès que Fédor fut parti vers le feu abandonné dans la taïga, les 2 amis, l'aîné et le cadet, se mirent au travail. Avant tout, Alexei détermina les emplacements pour les fusils. L'un près de la véranda dans une niche spéciale, le second sur la tour, le troisième de reprise à l'entrée de la cabane de garde. Il établit un graphique d'inspection du territoire. Chaque jour, matin, midi et soir, monter sur la plateforme d'observation, inspecter l'horizon. Le télescope en cas d'apparition de foyers d'incendie, c'était leur travail principal. Les responsabilités furent réparties comme suit. La tour, l'observation, c'est pour moi, annonça Alexei, inscrivant la première note dans le journal. De plus, je ferai des prélèvements d'air, observerai les déplacements des oiseaux, la température, l'humidité, l'état de la forêt et autres indicateurs. La séance quotidienne de communication avec le centre de district est aussi pour moi. Je propose de nous tutoyer, si tu n'y vois pas d'inconvénient. C'est plus facile et plus confortable pour communiquer. D'accord? Cela fait longtemps que cela devait être fait, balaya Sémion de la main. Et pour moi, tout le reste, la maison, les pièges, la chasse, la cueillette des bails, la cuisine. Stop, protesta Alexei, nous cuisinerons à tour de rôle. Tu sais comment je nourrissais mon poste à la frontière, tu te lécheras les doigts.
Ainsi passèrent les premiers jours. Fédor revint avec de la viande, laissa des provisions, passa la nuit et repartit vers le village. Se souvenant ensuite des premiers jours de garde, Alexeï notait dans son journal « 2 novembre. Gelé le matin, vent humide du Baïkal, aiguille de pain piquante. Nous avons conduit Fédor, réparé la pompe, le projecteur, la pompe à eau. Nous avons fabriqué une niche, trié les conserves avec les produits, de la viande d'ours fumée. Cela suffit encore pour quelques semaines. Le Bouriat a emporté la peau en cadeau au village. Chaque jour, je monte sur la tour 3 fois, j'inspecte le territoire. Je sors pour les séances de communication avec le président du comité de district. Demain, nous partirons avec Sémion vers les pierres sculptées dont parlent les légendes dans le folklore Bouriat local. Les jours passent monotones, sans événements significatifs. La visite des foyers rituels avec les anciennes croyances chamaniques est déjà en soi un grand événement pour moi. Ce que je verrai là-bas, ce avec quoi je devrais me confronter, il faudra prendre l'appareil photo pour photographier tout ce qu'il sera possible de distinguer. La note suivante, datée de quelques jours plus tard, présentait des lignes irrégulières, montant en pente. 5 novembre. Je n'ai pas pu commencer à écrire dans le journal, tant tout s'est passé de manière imprévue et étrange. Cependant, je vais essayer d'écrire dans l'ordre. Ainsi, Sémion nous a conduits, Fart et moi, à travers des fourrés et des taillis, jusqu'à ce que s'ouvre à notre regard un spectacle grandiose et merveilleux. Imagine-toi, Katia, je continue à te parler, écrivant ces lignes d'une main tremblante, puisque c'est pour toi seul que je tiens ce journal. Imagine-toi une énorme, impressionnante, défrichée par quelqu'un, parcelle de forêt. Sur cette parcelle, où rien ne pousse depuis plusieurs siècles, au centre se dressent 5 formations de pierres sculptées, ayant environ 4 mètres de haut, avec des supports en pierre en forme de sphère ronde qu'on ne peut ni tailler ni sculpter à la main. Chaque sphère est taillée ou sculptée avec une telle précision mathématique que cela évoque immédiatement des rayons laser inconnus, des visiteurs de l'espace. En voyant ces puissantes idoles ressemblant à d'anciennes pierres sculptées féminines, j'ai ressenti une telle terreur sacrée que, raisonnablement, ma conscience aurait dû s'effondrer sur le sol. Comment te décrire tout ce que j'ai vu? Les sculptures de pierres de femmes nues ne ressemblaient pas du tout à l'anatomie humaine que je connaissais. C'étaient des sculptures rappelant des créatures inconnues, mais visiblement de sexe féminin. Leurs visages étaient tournés vers le ciel, et quand nous nous sommes approchés dans la pénombre des ombres, Sémion s'avançant près, nous avons vu ce qu'aucun être humain sur Terre n'avait vu. En effet, le long des contours des sculptures passaient des décharges électriques. Les sets de pierre brillaient d'un rayonnement bleuâtre, enveloppant des gerbes d'éclairs. Une fantasmagorie de danse multicolore nous enveloppa de tous côtés. Des éclairs en zigzag brillaient vers la terre, comme des tentacules explorant ta peau. Quelque chose d'étranger s'insinuait à l'intérieur, et ce n'est que quand Fart aboya effrayé que je baissai involontairement les yeux sur mes mains. Elle brillait aussi d'un rayonnement bleu, comme si on m'avait arrosé de la tête aux pieds d'une peinture luminescente bleue. Une sphère énorme d'une couleur rouge s'en apparut dans le ciel au-dessus de nos têtes. Une vision gigantesque si réaliste que j'ai voulu courir de toutes mes forces loin de ce lieu maudit, courir à toute allure. Dans la panique, dans la confusion, quelque chose d'étrange se répandait en moi, n'appartenant pas à mon corps. Comment je me suis retrouvé? Je ne me souviens plus. Un vide remplit mon cerveau, et des trous de mémoire me poursuivent encore. D'après Nechaef, ce n'est que lorsque nous avons cessé de briller que nous sommes tombés sans force sur le sol. Ces 3 jours, j'ai à peine pu récupérer mes forces. Fart n'avait pas l'air mieux, comme s'il avait été aux portes de l'enfer. Ce qui m'est arrivé et quelle influence ces pierres sculptées ont sur l'organisme humain, je l'ignore encore aujourd'hui. Mais le désir de revisiter cet hôtel rituel avec les 5 sculptures taillées dans la pierre ne m'habite plus. Je n'ai pas eu le temps de photographier, tombant dans les pommes. Je ne pourrais donc rien transmettre à l'humanité. Ce cœur pulsant de sang qui emplissait tout le ciel, cette vision horrible, elle me poursuit maintenant tous les jours restants. Le rayonnement a disparu, Sémion a cessé de briller aussi, mais la sensation que quelque chose d'étranger continue de s'agiter et de se tourner en moi ne me quitte pas. Ces ondes, comme des vers affamés dévorant les organes de l'intérieur. Je ne sais pas ce qui sera ensuite. Je finis d'écrire, Katanka. Les mains tremblent, quelque chose d'étranger s'agite à l'intérieur. L'entrée s'interrompit. C'était l'avant-dernière note. L'adresse suivante, datée de 2 semaines plus tard, était beaucoup plus courte. 14 novembre. Déjà presque un mois ici. Je surveille la forêt depuis la tour. Migration des oiseaux. 2 fois, un ours s'est approché de l'enceinte. Sémion pose des pièges. Du gibier, nous en avons assez. Fédor doit bientôt nous rendre visite. Les séances de communication avec le président du comité de district, je les fais régulièrement.
L'état après la visite des sculptures rituelles de pierre s'est progressivement normalisé. Les premiers jours, nos corps brillaient dans l'obscurité. Maintenant, le rayonnement a disparu, s'est dissous. Mais à l'intérieur de l'organisme, quelque chose d'étranger continue de s'agiter. Nous ne savons pas de quoi nous sommes devenus les témoins. Fart s'est calmé, prenant au début nos silhouettes brillantes pour des fantômes sinistres, s'apprêtant à se jeter avec un aboiement furieux. Ce que montreront les jours suivants, seul le destin le sait. Nous attendrons Fédor. C'est alors que cela se produisit. Il s'était complètement installé sur le nouvel emplacement, continuant à faire les inspections quotidiennes du territoire. Et ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner, Fart, qui courait dans la cour et chassait les écureuils, prit soudain une posture menaçante, se lançant dans un aboiement furieux. Tout de suite, une détonation retentit. La cime d'une branche au-dessus de la tête de Sémion vola en éclats. Immédiatement orienté, Alexei, excellent entraîné à la frontière, se rua à plat ventre sur le sol. Le second coup de feu tonna maintenant près de lui. Sémion roula dans les buissons. Alexei, se courbant, sentant le sifflet de la mort dans sa nuque, se précipita vers la véranda où, derrière la porte, se trouvait un fusil avec un plein chargeur. Sur la tour se trouvait le second carabine, mais il était déjà impossible d'y grimper. Il faisait déjà sombre. Il s'apprêtait justement à allumer le projecteur. Simeon restate disarm. Le troisième fusil se trouvait dans l'entrée de l'isba. Il tire des buissons, jura-t-il, se pressant contre le sol sous l'auvent, attendant les ordres. Alexei se pencha avec le fusil à la main, montrant à Sémion qu'il prendrait l'autre et que lui devrait ramper vers celui-ci. Nechaev fit ainsi. Rampant, ayant franchi une dizaine de mètres, il roula dans une dépression près de la véranda, saisit l'arme et sans une seconde hésitation, tira un coup de feu pour pouvoir ensuite partir tranquillement vaquer à ses occupations. Nous leur sommes une épine aux pieds. Les coups de feu venaient de derrière le fil de fer barbelé où se dressait une épaisse forêt. Il était impossible de déterminer d'où exactement on tirait. 4, pas moins, tira Alexei au hasard dans les buissons, exaspéré. Il se déplace, attaque tantôt d'un arbre, tantôt d'un autre. Comment notre Fédor entend-il cela? Pense-t-il à nous? Ici, il vaut mieux ne pas attraper de balles dans le front. À cet instant, retentit un coup de feu tout près. L'un des braconniers s'était approché au plus près de l'enceinte. On entendit une voix déformée par les coups de feu. « Vous ne partirez pas d'ici, salopard. »« Qui aboie là-bas » répondit Sémion. « Montre-toi, morveux. Je t'ai vu, tu es dans un cercueil. » Une branche se balança. Alexei logea immédiatement une charge, entendant un gémissement déchirant. Le premier est prêt, souffla Nechaev. Décharge tout ton carabine dans l'épaisseur des buissons. On entendit des buissons où Fart s'était immédiatement élancé avec un grondement guttural. Il saisit le blessé à la jambe. Celui-ci haletait déjà, n'ayant pas la force de se défendre. Entraîné, le chien brisa les vertèbres cervicales de la victime en un instant. Et quand les convulsions de son corps se calmèrent, il s'assit docilement à côté, attendant son maître. Pour finir, retentit encore un coup de feu, des éclats de verre s'éparpillèrent, des vitres d'eau des fusils se brisèrent. Dans les fourrés, les derniers furent des frôlements s'éloignant dans les profondeurs de la forêt. Ils sont partis, laissant deux mourants. Revenant à lui, Sémion essuya son front en sueur. Ils nous ont donné un jour pour partir. Où partir? Nous venons juste d'arriver. Je me fous de leurs menaces. Je dois surveiller la forêt depuis la tour, et je vais filer à toutes jambes comme ce misérable le menaçait. Nous avons des munitions en abondance, constata Nechaev. Mais ils peuvent nous tirer dans le dos par derrière. Le Bouriat, même s'il est prévenu, ne restera pas longtemps ici. Il doit nourrir sa famille, veiller sur son père mourant. Par radio, nous appellerons des renforts. Et quoi? Une section de soldats arrivera, ils fouilleront la forêt. Et ceux-là, pendant ce temps, disparaîtront quelque part. La taïga est immense. Les soldats s'assiéront, chasseront les écureuils, puis repartiront en hélicoptère. À peine seront-ils partis, que ceux-là seront là. Voilà, ils ne voulaient pas partir, reçoivent une balle dans la tête. Tu as bien parlé, convint Alexei. Est-ce ainsi dans tous les carrés, avec tous les gardes forestiers? Pas avec tous. Seulement dans ce carré. La tache blanche sur la carte. Le lieu maudit. Le coin le plus reculé du Baïkal. Quelques minutes plus tard, s'étant assuré que les assaillants les avaient laissés, au signal de la voix du chien, Fart aboya, appelant son maître. Au total, 4, comme nous le supposions. Mais 2 d'entre eux peuvent déjà ne pas être comptés, conclut Sémion, balayant le cercle avec son fusil. Ceux-là gardent jalousement leur territoire des étrangers,
des intrus. Si ce sont ceux qui nous ont attaqués plus tôt, alors ils nous ont suivis à la trace, attendus, attaqués, prévenus. Étrange qu'il n'ait pas eu peur de Fart. D'après l'attaque, ils sont 4. Alexei appela par radio le président du comité de district, transmit ce qui s'était passé, n'oubliant pas de partager ses doutes concernant l'envoi de renforts. Pensez-vous qu'ils soient retournés vers leur mine? S'éleva la voix de la radio. Ce ne sont pas des chercheurs d'or, dit Fédor le guide. Ce ne sont pas des fusils de chasse qu'ils ont, mais des fusils à canoncier. Envoyer des soldats n'a pas de sens. Ils peuvent se diviser par paires, se cacher. La taïga est immense. Essayez de remarquer depuis les hauteurs. Mon frère ira avec vous, proposa Fédor. J'ai un fusil à 2 canons. Envoyez Tamir avec le cheval, et je reste avec vous 2 mois pour vous protéger. Non, cela ne se fait pas. Il faut me nourrir, pêcher du poisson. Et le vieil homme a besoin de soins, il est à l'article de la mort. Le bourriate réfléchit. Mon vieux père, le chaman, partira bientôt dans la vallée des esprits. Dans cette vallée où se trouve l'idole de pierre, le totem. Tamir jeta une poignée de poissons fraîchement pêchés au feu, que seul l'Angara et sa majesté le Baïkal pouvaient offrir. Et quand le soleil se coucha et que tout s'endormit, montant la garde avec les fusils à tour de rôle, Alexei nota dans son journal, 22 octobre. Hier, nous avons été attaqués par ces mêmes braconniers, pensons-nous, qui ont tué l'ancien garde forestier. Ils tiraient d'un fusil à canoncier. Et c'est déjà monstrueux en soi. Sans Fart, ils nous auraient simplement abattus dans notre sommeil. Ils étaient 2, mais quelque part les attendaient encore 2 autres. D'après le guide, nous avons dû nous confronter non pas à des chercheurs d'or qui n'ont pas de fusil à canoncier. Ces meurtriers sont quelque part prêts, ils nous poursuivront jusqu'au camp lui-même. Heureusement, le bourriate a apporté encore des munitions de rechange. Mais que pouvons-nous faire à 2 contre 4 tueurs sauvages? Partout, une taïga impénétrable, et ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle fourrée d'épinettes. Tout notre espoir est sur Fart, sur son flair et ses oreilles. Je te parle, Katechka, avec mon amour toujours vivant. Tu te souviens comment nous sautions sous la pluie pieds nus, et tu as sali ta robe préférée? Tu te souviens comment après le mariage nous sommes allés en Crimée, à la mer, nous nous baignions, nous prenions le soleil? Tu t'étais même brûlé alors, par habitude, et je t'enduisais de crème. Et comment nous tirions au stand de tir aux attractions, et je me laissais faire pour que tu gagnes un ours en peluche, comme nous rêvions que nous irions un jour dans la capitale. Je vis sans toi et comme si je ne vivais pas. C'est pourquoi je suis parti dans ces contrées reculées où errent les ours, où tirent les braconniers. Si nous avions eu une fille, je ne serais parti nulle part. Je l'aurais élevée, aimée, chérie. Je me sens mal sans toi, ma fleur. Nous n'avons pas eu le temps de connaître l'amour jusqu'au bout. Mais tu es toujours vivante pour moi. Je t'aime, ma femme. L'entrée s'interrompit sur le mot « femme ». Une petite larme apparut. Alexei la chassa, ferma le carnet, regarda le ciel noir étoilé. De la lune, sur l'eau bouillonnante, s'étendait un chemin d'argent. Et dans cette obscurité, d'abord quelque chose d'enchantant, puis d'inquiétant, enveloppant l'âme d'une malveillance sourde. Le feu crépitait, les grenouilles coassaient, les rapides grondaient. Fart, les oreilles dressées, semblait voir des lueurs bleues errant dans les buissons, des silhouettes fantomatiques projetant des ombres étranges des idoles de pierre. La nuit passa calmement. Personne ne les dérangea. Seulement au loin, vers le matin, quelque part un ours rugit. C'était pour le mieux. Si un ours rôdait, les braconniers ne devaient pas être loin. Ils étaient invisibles, effrayants, attendant sur leur route, obstinément. Ils s'étaient complètement installés sur le nouvel emplacement, continuant à faire les inspections quotidiennes du territoire. Et ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner, Fart, qui courait dans la cour et chassait les écureuils, prit soudain une posture menaçante, se lançant dans un aboiement furieux. Tout de suite, une détonation retentit. La cime d'une branche au-dessus de la tête de Sémion vola en éclats. Immédiatement orienté, Alexei, excellent entraîné à la frontière, se rua à plat ventre sur le sol. Le second coup de feu tonna maintenant près de lui. Sémion roula dans les buissons. Alexei, se courbant, sentant le sifflet de la mort dans sa nuque, se précipita vers la véranda où, derrière la porte, se trouvait un fusil avec un plein chargeur. Sur la tour se trouvait le second carabine, mais il était déjà impossible d'y grimper. Il faisait déjà sombre. Il s'apprêtait justement à allumer le projecteur. Simeon restate disarm. Le troisième fusil se trouvait dans l'entrée de l'Isba. Il tire des buissons, jura-t-il, se pressant contre le sol sous l'auvent, attendant les ordres. Alexei se pencha avec le fusil à la main, montrant à Sémion qu'il prendrait l'autre,
et que lui devrait ramper vers celui-ci. Nechaev fit ainsi. Rampant, ayant franchi une dizaine de mètres, il roula dans une dépression près de la véranda, saisit l'arme et sans une seconde d'hésitation, tira un coup de feu pour pouvoir ensuite partir tranquillement vaquer à ses occupations. Nous leur sommes une épine au pied. Les coups de feu venaient de derrière le fil de fer barbelé où se dressait une épaisse forêt. Il était impossible de déterminer d'où exactement on tirait. 4, pas moins, tira Alexei au hasard dans les buissons, exaspéré. Il se déplace, attaque tantôt d'un arbre, tantôt d'un autre. Comment notre Fédor entend-il cela? Pense-t-il à nous? Ici, il vaut mieux ne pas attraper de balles dans le front. À cet instant, retentit un coup de feu tout près. L'un des braconniers s'était approché au plus près de l'enceinte. On entendit une voix déformée par les coups de feu. « Vous ne partirez pas d'ici, salopard. »« Qui aboie là-bas » répondit Sémion. « Montre-toi, morveux. Je t'ai vu, tu es dans un cercueil. » Une branche se balança. Alexei logea immédiatement une charge, entendant un gémissement déchirant. Le premier est prêt, souffla Nechaev. Décharge tout ton carabine dans l'épaisseur des buissons. On entendit des buissons où Fart s'était immédiatement élancé avec un grondement guttural. Il saisit le blessé à la jambe. Celui-ci haletait déjà, n'ayant pas la force de se défendre. Entraîné, le chien brisa les vertèbres cervicales de la victime en un instant. Et quand les convulsions de son corps se calmèrent, il s'assit docilement à côté, attendant son maître. Pour finir, retentit encore un coup de feu, des éclats de verre s'éparpillèrent, des vitres d'eau des fusils se brisèrent. Dans les fourrés, les derniers furent des frôlements s'éloignant dans les profondeurs de la forêt. Ils sont partis, laissant deux mourants. Revenant à lui, Sémion essuya son front en sueur. Ils nous ont donné un jour pour partir. Où partir? Nous venons juste d'arriver. Je me fous de leurs menaces. Je dois surveiller la forêt depuis la tour, et je vais filer à toutes jambes comme ce misérable le menaçait. Nous avons des munitions en abondance, constata Nechaev. Mais ils peuvent nous tirer dans le dos par derrière. Le bourriate, même s'il est prévenu, ne restera pas longtemps ici. Il doit nourrir sa famille, veiller sur son père mourant. Par radio, nous appellerons des renforts. Et quoi? Une section de soldats arrivera, ils fouilleront la forêt. Et ceux-là, pendant ce temps, disparaîtront quelque part. La taïga est immense. Les soldats s'assiéront, chasseront les écureuils, puis repartiront en hélicoptère. À peine seront-ils partis, que ceux-là seront là. Voilà, ils ne voulaient pas partir, reçoivent une balle dans la tête. Tu as bien parlé, convint Alexei. Est-ce ainsi dans tous les carrés, avec tous les gardes forestiers? Pas avec tous. Seulement dans ce carré. La tache blanche sur la carte. Le lieu maudit. Le coin le plus reculé du Baïkal. Quelques minutes plus tard, s'étant assuré que les assaillants les avaient laissés, au signal de la voix du chien, Fart aboya, appelant son maître. Au total, 4, comme nous le supposions. Mais 2 d'entre eux peuvent déjà ne pas être comptés, conclut Sémion, balayant le cercle avec son fusil. Ceux-là gardent jalousement leur territoire des étrangers, des intrus. Si ce sont ceux qui nous ont attaqués plus tôt, alors ils nous ont suivis à la trace, attendus, attaqués, prévenus. Étrange qu'il n'ait pas eu peur de Fart. D'après l'attaque, ils sont 4. Alexei appela par radio le président du comité de district, transmit ce qui s'était passé, n'oubliant pas de partager ses doutes concernant l'envoi de renforts. Pensez-vous qu'ils soient retournés vers leur mine? S'éleva la voix de la radio. Ce ne sont pas des chercheurs d'or, dit Fédor le guide. Ce ne sont pas des fusils de chasse qu'ils ont, mais des fusils à canoncier. Envoyer des soldats n'a pas de sens. Ils peuvent se diviser par paires, se cacher. La taïga est immense. Essayez de remarquer depuis les hauteurs. Mon frère ira avec vous, proposa Fédor. J'ai un fusil à 2 canons. Envoyez Tamir avec le cheval, et je reste avec vous 2 mois pour vous protéger. Non, cela ne se fait pas. Il faut me nourrir, pêcher du poisson. Et le vieil homme a besoin de soins, il est à l'article de la mort. Le bourriate réfléchit. Mon vieux père, le chaman, partira bientôt dans la vallée des esprits. Dans cette vallée où se trouve l'idole de pierre, le totem. Tamir jeta une poignée de poissons fraîchement pêchés au feu, que seul l'Angara et sa majesté le Baïkal pouvaient offrir. Et quand le soleil se coucha et que tout s'endormit, montant la garde avec les fusils à tour de rôle, Alexei nota dans son journal, 22 octobre. Hier, nous avons été attaqués par ces mêmes braconniers, pensons-nous, qui ont tué l'ancien garde forestier. Ils tiraient d'un fusil à canoncier. Et c'est déjà monstrueux en soi. Sans Fart, ils nous auraient simplement abattus dans notre sommeil. Ils étaient 2, mais quelque part les attendaient encore 2 autres. D'après le guide,
Nous avons dû nous confronter non pas à des chercheurs d'or qui n'ont pas de fusil à canoncier. Ces meurtriers sont quelque part près, ils nous poursuivront jusqu'au camp lui-même. Heureusement, le Bouriat a apporté encore des munitions de rechange. Mais que pouvons-nous faire à 2 contre 4 tueurs sauvages? Partout, une taïga impénétrable, et ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle fourrée d'épinettes. Tout notre espoir est sur Fart, sur son flair et ses oreilles. Je te parle, Katechka, avec mon amour toujours vivant. Tu te souviens comment nous sautions sous la pluie pieds nus, et tu as sali ta robe préférée? Tu te souviens comment après le mariage nous sommes allés en Crimée, à la mer, nous nous baignions, nous prenions le soleil? Tu t'étais même brûlé alors, par habitude, et je t'enduisais de crème. Et comment nous tirions au stand de tir aux attractions, et je me laissais faire pour que tu gagnes un ours en peluche? Comme nous rêvions que nous irions un jour dans la capitale. Je vis sans toi, et comme si je ne vivais pas. C'est pourquoi je suis parti dans ces contrées reculées où errent les ours, où tirent les braconniers. Si nous avions eu une fille, je ne serais parti nulle part. Je l'aurais élevée, aimée, chérie. Je me sens mal sans toi, ma fleur. Nous n'avons pas eu le temps de connaître l'amour jusqu'au bout. Mais tu es toujours vivante pour moi. Je t'aime, ma femme. L'entrée s'interrompit sur le mot « femme ». Une petite larme apparut. Alexei la chassa, ferma le carnet, regarda le ciel noir étoilé. De la lune, sur l'eau bouillonnante, s'étendait un chemin d'argent. Et dans cette obscurité, d'abord quelque chose d'enchantant, puis d'inquiétant, enveloppant l'âme d'une malveillance sourde. Le feu crépitait, les grenouilles coassaient, les rapides grondaient. Fart, les oreilles dressées, semblait voir des lueurs bleues errant dans les buissons, des silhouettes fantomatiques projetant des ombres étranges des idoles de pierre. La nuit passa calmement. Personne ne les dérangea. Seulement au loin, vers le matin, quelque part un ours rugit. C'était pour le mieux. Si un ours rôdait, les braconniers ne devaient pas être loin. Ils étaient invisibles, effrayants, attendant sur leur route, obstinément. 3 voyageurs chargés de sacs à dos, avec des fusils en bandoulière, se dirigeaient vers l'emplacement du camp. Le fidèle chien humait l'air. Ils devaient passer 2 mois dans la taïga à 2, sans compter le chien. C'est intéressant, pensait Alexei. Sommes-nous condamnés, Sémion et moi? Fedor Partira. Et l'inconnu les attendait. Quand il restait une demi-journée de marche jusqu'au camp, Fart se mit soudain à s'agiter nerveusement. Jusqu'au déjeuner, ils marchèrent en file indienne derrière le guide. Celui-ci indiquait le chemin à travers les fourrés impénétrables d'épinettes qui alternaient avec des marécages se transformant en ruisseaux bouillonnants, derrière lesquels s'étendaient immédiatement de profonds ravins. Parmi la mousse et le lichen, des collines surgissaient soudain, puis des gouffres sans fond d'où jaillissaient des rochers de partout. On sentait déjà le souffle puissant de Sa Majesté le Baïkal. Les méandres sinueux de l'Angara restaient sur le côté. Au-dessus de leur tête, des buses rapides volaient. Apparurent des serpents, des crapauds, des hérons, des loutres furtives. Une fois, ils aperçurent un renard roux solitaire glissant dans les buissons. Ici, il y a beaucoup de ziblines et de hermines, expliqua Fedor. Une vraie réserve. Si ce n'était pas pour les braconniers qui tirent hors saison, posent des pièges. L'un part, l'autre arrive, ils se remplacent. Et comment ces 4-là qui sont ici depuis 5 ans? Demanda Alexei. Ceux-là, erreur. Ils vivent ici longtemps, se sentent maîtres de la taïga. Ils tuent les autres, tirent sur leurs propres complices. Qui veut des concurrents? Ricana Nechaef, soufflant sous le poids du sac à dos. C'est précisément à ce moment que Fart dressa l'oreille. Il grogna sourdement sur quelqu'un dans les fourrés. Ce ne sont pas des gens, il aurait aboyé fort, informa immédiatement l'inconnu. Ici, quelqu'un de gros. Attention. Sémion leva son fusil, mais Fart s'était déjà élancé dans la direction opposée. Un ours. Le maître de la taïga est venu à nous. Écartant les branches avec ses pattes, brisant les buissons, une masse colossale sortit des fourrés. Le seigneur du Baïkal était si énorme qu'il cachait les arbres les plus proches dans son ombre. Se dressant sur ses pattes arrière, le rugissement qui s'échappa de sa gueule était destiné au chien qui, grondant, s'était jeté sous ses pattes. Une seconde, et la puissante machine racla l'air de ses griffes, manquant le chien de quelques centimètres. La gueule béante avec ses crocs pointus, d'où s'écoulait une écume bouillonnante, le regard injecté de sang cherchait sa proie. Fart, en arrière. Cria Alexei. Le guide levait déjà son carabine quand l'ours, de toute sa masse monstrueuse, s'abattit sur Sémion. Encore une seconde, et il ne serait resté de l'assistant d'Alexei que des entrailles déchiquetées. Mais à temps retentit un coup de feu. La détonation fit tressaillir la masse de l'ours. Le Bouriat avait logé une balle.
Le second coup de feu tonna, cette fois déchirant la fourrure brune. La machine de meurtre se tordit une deuxième fois et commença à s'effondrer sur le côté, raclant le lichen de ses griffes. Fart était déjà près de la carcasse, haletant, sa gueule ensanglantée. Le seigneur griffait encore le sol autour du chien, mais ses forces puissantes l'abandonnaient rapidement. Les yeux se révulsèrent, la langue sortit, le corps s'étendit dans toute sa longueur monstrueuse. Une dernière convulsion, et il s'immobilisa sur le sol. Tout était fini. Les trois hommes entourèrent la bête abattue. 3 coups de feu pour l'abattre, souffla Nechaef, abaissant son carabine. Quelle force puissante était prête à jaillir de cet organisme. Un anthropophage, détermina le guide. Pardonnez-moi, les sourcils d'Alexei se froncèrent. Comment ça, anthropophage? Il voulait sortir des buissons pour attaquer. Oui, le chien l'a empêché, il l'aurait avalé d'une bouchée. Le garde forestier, il attaque n'importe qui. Il arrive que nos pêcheurs se fassent déchirer par des ours. Alexei, abasourdi, s'assit par terre. Sémion sortit un appareil photo de son sac, prit quelques photos sous différents angles. On enlèvera la peau, on fumera la viande, dit Fédor. Le premier coup de feu était le sien, et il avait visé juste. Le trophée est à lui. D'accord, commandant, plaisanta-t-il en clignant de l'œil. Quand tous eurent peu à peu repris leurs esprits, Alexei se contenta d'acquiescer, perplexe. 2 heures plus tard, ils s'installèrent près du feu pour fumer la viande pendant tout le reste de la journée. Fart, en tant que fidèle gardien, reçut les morceaux les plus savoureux. L'effroi et la peur de l'attaque soudaine s'apaisèrent peu à peu, les mains cessèrent de trembler. Une tasse d'alcool dilué passait de main en main aida. Cela aurait pu être pire, réfléchissait Sémion près du feu enfumé sur lequel on fumait la carcasse. On avait dépouillé la bête, accroché la peau à sécher sur une branche au-dessus du feu. On avait creusé un trou, l'ayant enfoui sous des charbons où mijotaient les morceaux les plus gros. Il sera dommage de laisser tout cela, résuma Alexei, regardant la montagne de viande inutilisée. Nous ne pourrons même pas emporter la moitié. Nous allons allumer un second feu et fumer la viande en route, répondit le bourriate. Je vous conduirai au camp, puis je reviendrai et je fumerai encore. Il veut dire, fit un clin d'œil Alexei à Sémion, que pendant que nous nous installerons là-bas le premier jour ou deux, il reviendra ici et fumera tout ce qu'il pourra. Demain, vers midi, si nous partons de bonne heure, nous serons déjà au camp, et il repartira immédiatement. Pendant ce temps, nous nous installerons, nous ferons démarrer la pompe à eau, le générateur, nous réglerons les radios. Au fait, j'oublie toujours de demander pour le générateur. Et si ceux qui ont tué l'ancien garde forestier l'ont emporté? Je veux dire, quand après l'équipe de secours ils sont revenus et ont pillé tout ce qui était possible. Le président et moi y avons pensé un mois avant ton arrivée. Il a envoyé un hélicoptère là-bas, et ils ont déposé 2 gars. Ils ont tout inspecté, jusqu'à la citerne de gazole pour le générateur. Tout est en place. Personne d'autre n'est venu au camp. Et pourquoi les braconniers feraient-ils de tels détours de leur commerce? Ils attendront les nouveaux habitants, c'est-à-dire nous. Et quand ils nous attendront, alors ils se présenteront. Il se hâta de changer de sujet. Avant de partir, les gars ont laissé une partie de l'équipement et des provisions pour les futurs gardes forestiers. Le président s'est occupé de nous. Nous ne périrons pas, Lyosha. Il lui tapota le palle. L'essentiel est de survivre et de ne pas laisser se propager les incendies majeurs. Puis on te trouvera un remplaçant et vous vous relayerez tous les 2 mois. Lui avec un assistant, toi avec moi. C'est ce que tu voulais en venant ici. Le mien viendra vous rendre visite dans 1 mois, proposa Fédor. Sur ce, ils décidèrent. Alexei nota dans son journal le soir, 23 octobre. Aujourd'hui, en approchant du camp, à une demi-journée de marche, un ours colossal nous est tombé dessus. Et encore une fois, Fart nous a sauvés avec son avertissement. La lutte a été terrible. Si le bourriate Fédor n'avait pas tiré le premier, cette bête aurait eu le temps de déchirer Sémion en morceaux. J'ai tiré le 2e coup, le 3e a achevé l'ours Nechaef lui-même. On a dépecé la carcasse, le guide emportera la peau au village. La viande, nous allons la fumer jusqu'au matin. Fédor dit qu'un autre ours erre dans les environs. Il pourrait apparaître à 2. Vivre 2 mois ici est tout à fait possible. S'ils ne sont pas des braconniers, alors un nouvel ours. Peu importe, nous avons Fart et beaucoup de munitions. Et le bourriate nous rendra visite dans 1 mois. L'essentiel est de surveiller depuis la tour l'apparition d'incendie. Pour ce cas, 3 hélicoptères équipés de capacités d'extinction aérienne sont stationnés dans les garnisons militaires de l'Angara. Quoi d'autre écrire? Katanka? Je m'habitue progressivement à mon nouveau compagnon, à la taïga. Il y a déjà eu un premier baptême du feu avec les braconniers et l'ours. Ici,
Ce n'est certes pas la frontière où j'ai servi. Tout est nouveau et inexploré pour moi. Vers ces mystérieuses pierres sculptées et les totems rituels dont parlait Fédor. Si je vois là-bas ce rayonnement bleu, alors je croirai vraiment en une force mystique de l'au-delà. Pour l'instant, bonne nuit et des rêves éternels, mon amour. Quand Alexei eut fini d'écrire, Fédor, qui était de garde, le réveilla. En s'endormant, le jeune garde forestier balaya du regard les buissons et encore une fois comme la fois précédente, il lui sembla voir des ombres errantes d'un rayonnement bleuâtre se répandre dans l'air. Encore cette inexplicable anxiété qui coupait l'âme. Encore ce frisson incompréhensible. Il lui sembla, non, il ne lui sembla pas, il sentit dans sa nuque un regard perçant venant des buissons, comme si quelqu'un d'invisible et d'inaccessible l'observait, pénétrait en lui, se dissolvait en lui sans laisser de traces. Il jeta un regard à Fart, mais celui-ci se taisait, la tête posée sur ses pattes. Quelque chose d'étrange se passait autour. Puis il s'endormit. Et le matin, ayant pris des provisions de viande fumée sous le feu, tous quatre, avec le chien, quittèrent le campement, cap sur le camp autrefois abandonné. Ils marchèrent jusqu'au déjeuner, apercevant déjà de loin, à la jumelle, la tour dominant la masse forestière. « C'est ton lieu de travail », expliqua le bourriate en jetant un coup d'œil rapide sur le disque rouge du soleil. « L'orage se trompe. Il sera ici en octobre », s'étonna Alexei. « Des orages au printemps sur le Baïkal, peut-être, et en automne aussi. L'esprit du vent souffle, murmura Fédor. Les ancêtres pourrissent. À t'entendre, Fédor, toute la taïga est imprégnée de sortilèges mystiques, plaisanta Nechaev en retirant sa botte d'une flaque boueuse. Où que tu craches, partout des esprits, des ancêtres maléfiques, des fantômes. La nuit, tu verras le rayonnement bleu, impassiblement haussattéil les épaules. Les esprits errent dans les fourrés près du feu. Ton chef aussi regarde là-bas. Sémion se retourna vers Alexei. Tu as vu quelque chose ? Je crois que c'était une illusion, bredouilla le compagnon. Alexei eut honte de transmettre ses craintes à son ami aîné, puisqu'il ne comprenait pas lui-même ce qui lui apparaissait exactement. Des ombres de gens vivants ou une silhouette vacillante d'un rayonnement bleu. Leur conversation fut interrompue par l'aboiement de Fart qui s'élança sur une clairière spécialement dégagée au milieu de la puissante taïga. Au centre, vers le ciel, s'élevait une tour assemblée de blocs. Sa hauteur n'était pas moins de 30 mètres, ce qui équivalait à un immeuble de 9 étages. « Nous sommes arrivés », souffla le nouveau garde forestier en levant la tête vers la tour. « Bienvenue chez toi. » Et il se tut, un nœud lui serrant la gorge. Qu'est-ce qui les attendait? Quels événements pouvaient se produire dans la taïga pendant ces 2 mois? Sémion réglait déjà la radio, transmettant dans le micro. Sur place, tout est en ordre. Nous acceptons pour l'inspection du territoire. Fédor déballe les affaires pendant ce temps. Tout est calme. Pas de communication. Naturellement, Nechaev transmettait au président du comité de district de manière plus détaillée, mais Alexei ne saisit que les phrases clés. Ayant jeté son sac à dos à l'entrée de la cabane de garde, une isba solidement construite en rondin située dans le coin d'une sorte de cour entourée de fils de fer barbelés contre les ours, les loups et les braconniers, la porte s'avéra étonnamment non verrouillée. Plus précisément, elle se fermait par une serrure astucieuse que le guide avait enlevée, mais Alexei ne remarqua pas le cadenas. Il continua d'inspecter la cour. Sur le côté de la tour grandiose, avec 2 plateformes intermédiaires entre les blocs, se blottissait une pompe à eau délabrée avec une pompe hydraulique. Juste à côté se tenait une citerne couverte, évidemment celle où était stocké le gazole. « Voici notre lumière », finissant la communication, indiqua Sémion sur la cabane avec le générateur. « Maintenant je le démarre. Va inspecter l'intérieur. Choisis une couchette. Je vérifierai la pompe à eau et tout le reste. » Du coin de l'œil, Alexei aperçut 2 petites granges, mais en entrant dans l'isba, il décida de les inspecter à loisir. « Essuyez-vous les pieds, chef », cria joyeusement Fédor de l'intérieur. « Maintenant, je fais le ménage, je chauffe le poêle, puis le dîner, et demain matin je repars. Le feu est là-bas, la viande dans le trou sous le feu ne doit pas se perdre. » Alexei parcourut rapidement les pièces du regard. Une salle à manger, qui faisait aussi office de cuisine, accueillant un poêle en fonte, des bancs, une table pour 4 personnes, une lampe sous le plafond. Les murs en rondin, le plancher en bois raboté. Modestement, à la spartiate. Dans le passage, on apercevait une chambre avec 2 couchettes, des matelas, des couvertures. 2 fenêtres dans la salle à manger, une dans la chambre, directement contre le mur des arbres. Derrière les fenêtres, le fil de fer barbelé à 2 pas. Et voilà, elle, Sa Majesté, la taïga. Et c'est apparemment ce que les hélicoptéristes nous ont laissé, indiqua-t-il de la main sur une caisse empilée dans un coin. Va déballer et regarder la cour et la tour, fais connaissance.
Alexei brûlait lui-même d'impatience de grimper le plus vite possible sur la plateforme d'observation supérieure pour contempler les environs de ses propres yeux. Il cria à Sémion. « Je monte en haut. Je prendrai les jumelles et j'installerai le télescope, j'inspecterai les environs. » Sémion acquiesça de la tête, continuant à s'affairer avec la pompe à eau. Le générateur était déjà démarré, ce dont témoigna l'exclamation joyeuse du Bouriate à l'intérieur de l'Isba. « La lampe brûle, que le diable l'emporte. » Comme elle brûle, nom de Dieu. Lyosha vérifie immédiatement le projecteur en haut. « Je ne vois rien, cria-t-il en retour. Qu'est-ce qui se passe avec la pompe ? » La montée ne sembla pas difficile. Les blocs des sections étaient reliés entre eux par des rivets avec des entretoises. 2 plateformes et la plateforme d'observation supérieure. En cercle, comme le phare d'un phare dans une mer sans fin, s'élevait un puissant projecteur militaire. Dans les niches sous les renfoncements se tenaient 2 lampes de mineurs, un bidon d'eau croupie. Quand il balaya la puissante taïga de l'horizon à l'horizon, une vue d'une telle grandeur et majesté qu'il n'aurait même pas osé l'imaginer quand il se rendait ici, s'offrit à lui. Et ce qui rendait l'ensemble de la masse forestière encore plus saisissant, c'était la lumière du soleil couchant. Se détachaient de petits ruisseaux, les zigzags des ravins, les îlots rocheux saillants. Mais tout cela se perdait littéralement dans l'océan sans fin des arbres verts. Et là-bas, déjà au-delà de l'horizon, se sentait la proximité du Grand Baïkal. Des oiseaux planaient dans le ciel, on entendait les cris des canards et des oies, on sentait l'odeur des immenses étendues d'eau. Ayant installé le télescope et l'ayant réglé sur le carré choisi, il fit en tant que nouveau garde forestier le tour du territoire. Pas de foyer d'incendie. La première inspection pouvait être considérée comme réussie. Ayant allumé le projecteur et l'ayant dirigé sur la pompe à eau, il cria à celui qui était resté en bas. Celui-ci, tout couvert d'huile, agita furieusement la main. Ils descendirent à 2. Avec peine, ils démarrèrent la pompe, vérifièrent les granges où était empilé l'équipement, les pièges, autres techniques. Fart fut conduit dans un coin sous le haut vent de la véranda. Peut-être qu'il y avait une niche ici avant, mais Alexei ne la remarqua pas maintenant, décidant d'en construire une nouvelle demain. Et quand, s'étant lavé sous la pompe, ils revinrent dans l'Isba, le dîner était prêt. « Essuie-toi les pieds, assieds-toi, mange, s'il te plaît », paraphrasa le guide d'un film. « Fédor, mon frère, nettoie la poussière, prépare sur le poêle là-bas dans le coin. Il y a une cave, dedans des conserves de l'hélicoptère, beaucoup de conserves. Demain nous regarderons. » Simeon acquiesca. L'odeur de la viande d'ours chaude rappela immédiatement Alexei l'attaque, lui laissant la vie sauve par miracle. Le Bouriate s'allongea sur un banc, Sémion sur l'une des couchettes. Alexei nota dans son journal, 24 octobre. Arrives. Vu et inspecté la tour, le lieu de garde. Tout est intact. Personne n'a visité le camp pendant plusieurs semaines. Sous la véranda, Fart a découvert au flair une douille tirée. Sémion a dit que c'était parmi les munitions des anciens gardes forestiers. Étrange, mais aucune autre trace de combat n'est visible. Comme si on avait nettoyé après le meurtre. Je me souviens que Nechaef disait que les corps n'avaient pas été découverts. Il s'avère que les braconniers attaquants les ont simplement emportés avec eux. Mais pourquoi ? Pour quel but ? Pour quelques rituels près de ces pierres sculptées dont parlait Sémion ? Comme sacrifice, sans doute. Fédor ne cessait de parler de mauvais esprits, de fantômes et de sinistres rayonnements bleus. Bon, je ne vais pas deviner. Je demanderai à Sémion de m'emmener vers ces mystérieuses formations rocheuses et je t'écrirai, Katanka, ici dans le journal, ce avec quoi je devrais me confronter. Bien, mon amour, dors d'un sommeil éternel. Je suis toujours avec toi. La nuit passa calmement. Le premier jour de leur garde commença. Dès que Fédor fut parti vers le feu abandonné dans la taïga, les 2 amis, l'aîné et le cadet, se mirent au travail. Avant tout, Alexei détermina les emplacements pour les fusils. L'un près de la véranda dans une niche spéciale, le second sur la tour, le troisième de reprise à l'entrée de la cabane de garde. Il établit un graphique d'inspection du territoire. Chaque jour, matin, midi et soir, monter sur la plateforme d'observation, inspecter l'horizon. Le télescope en cas d'apparition de foyers d'incendie, c'était leur travail principal. Les responsabilités furent réparties comme suit. La tour, l'observation, c'est pour moi, annonça Alexei, inscrivant la première note dans le journal. De plus, je ferai des prélèvements d'air, observerai les déplacements des oiseaux, la température, l'humidité, l'état de la forêt et autres indicateurs. La séance quotidienne de communication avec le centre de district est aussi pour moi. Je propose de nous tutoyer, si tu n'y vois pas d'inconvénient. C'est plus facile et plus confortable pour communiquer. D'accord ? Cela fait longtemps que cela devait être fait, balaya Sémion de la main.
Et pour moi, tout le reste. La maison, les pièges, la chasse, la cueillette des bails, la cuisine. Stop, protesta Alexei, nous cuisinerons à tour de rôle. Tu sais comment je nourrissais mon poste à la frontière, tu te lécheras les doigts. Ainsi passèrent les premiers jours. Fédor revint avec de la viande, laissa des provisions, passa la nuit et repartit vers le village. Se souvenant ensuite des premiers jours de garde, Alexei notait dans son journal « 2 novembre. Gelé le matin, vent humide du Baïkal, aiguille de pain piquante. Nous avons conduit Fédor, réparé la pompe, le projecteur, la pompe à eau. Nous avons fabriqué une niche, trié les conserves avec les produits, de la viande d'ours fumée. Cela suffit encore pour quelques semaines. Le Bouriat a emporté la peau en cadeau au village. Chaque jour, je monte sur la tour 3 fois, j'inspecte le territoire. Je sors pour les séances de communication avec le président du comité de district. Demain, nous partirons avec Sémion vers les pierres sculptées dont parlent les légendes dans le folklore Bouriat local. Les jours passent monotones, sans événements significatifs. La visite des foyers rituels avec les anciennes croyances chamaniques est déjà en soi un grand événement pour moi. Ce que je verrai là-bas, ce avec quoi je devrais me confronter, il faudra prendre l'appareil photo pour photographier tout ce qu'il sera possible de distinguer. La note suivante, datée de quelques jours plus tard, présentait des lignes irrégulières, montant en pente. 5 novembre. Je n'ai pas pu commencer à écrire dans le journal, tant tout s'est passé de manière imprévue et étrange. Cependant, je vais essayer d'écrire dans l'ordre. Ainsi, Sémion nous a conduits, Fart et moi, à travers des fourrés et des taillis, jusqu'à ce que s'ouvre à notre regard un spectacle grandiose et merveilleux. Imagine-toi, Katia, je continue à te parler, écrivant ces lignes d'une main tremblante, puisque c'est pour toi seul que je tiens ce journal. Imagine-toi une énorme, impressionnante, défrichée par quelqu'un, parcelle de forêt. Sur cette parcelle, où rien ne pousse depuis plusieurs siècles, au centre se dressent 5 formations de pierres sculptées, ayant environ 4 mètres de haut, avec des supports en pierre en forme de sphère ronde qu'on ne peut ni tailler ni sculpter à la main. Chaque sphère est taillée ou sculptée avec une telle précision mathématique que cela évoque immédiatement des rayons laser inconnus, des visiteurs de l'espace. En voyant ces puissantes idoles ressemblant à d'anciennes pierres sculptées féminines, j'ai ressenti une telle terreur sacrée que, raisonnablement, ma conscience aurait dû s'effondrer sur le sol. Comment te décrire tout ce que j'ai vu? Les sculptures de pierres de femmes nues ne ressemblaient pas du tout à l'anatomie humaine que je connaissais. C'étaient des sculptures rappelant des créatures inconnues, mais visiblement de sexe féminin. Leur visage était tourné vers le ciel, et quand nous nous sommes approchés dans la pénombre des ombres, Sémion s'avançant près, nous avons vu ce qu'aucun être humain sur Terre n'avait vu. En effet, le long des contours des sculptures passaient des décharges électriques. Les sets de pierre brillaient d'un rayonnement bleuâtre, enveloppant des gerbes d'éclairs. Une fantasmagorie de danse multicolore nous enveloppa de tous côtés. Des éclairs en zigzag brillaient vers la terre, comme des tentacules explorant ta peau. Quelque chose d'étranger s'insinuait à l'intérieur, et ce n'est que quand Fart aboya effrayé que je baissai involontairement les yeux sur mes mains. Elle brillait aussi d'un rayonnement bleu, comme si on m'avait arrosé de la tête aux pieds d'une peinture luminescente bleue. Une sphère énorme d'une couleur rouge s'en apparut dans le ciel au-dessus de nos têtes. Une vision gigantesque si réaliste que j'ai voulu courir de toutes mes forces loin de ce lieu maudit, courir à toute allure. Dans la panique, dans la confusion, quelque chose d'étrange se répandait en moi, n'appartenant pas à mon corps. Comment je me suis retrouvé? Je ne me souviens plus. Un vide remplit mon cerveau, et des trous de mémoire me poursuivent encore. D'après Nechaef, ce n'est que lorsque nous avons cessé de briller que nous sommes tombés sans force sur le sol. Ces 3 jours, j'ai à peine pu récupérer mes forces. Fart n'avait pas l'air mieux, comme s'il avait été aux portes de l'enfer. Ce qui m'est arrivé et quelle influence ces pierres sculptées ont sur l'organisme humain, je l'ignore encore aujourd'hui. Mais le désir de revisiter cet hôtel rituel avec les 5 sculptures taillées dans la pierre ne m'habite plus. Je n'ai pas eu le temps de photographier, tombant dans les pommes. Je ne pourrai donc rien transmettre à l'humanité. Ce cœur pulsant de sang qui emplissait tout le ciel, cette vision horrible, elle me poursuit maintenant tous les jours restants. Le rayonnement a disparu, Sémion a cessé de briller aussi, mais la sensation que quelque chose d'étranger continue de s'agiter et de se tourner en moi ne me quitte pas. Ces ondes, comme des vers affamés dévorant les organes de l'intérieur. Je ne sais pas ce qui sera ensuite. Je finis d'écrire, Katanka. Les mains tremblent, quelque chose d'étranger s'agite à l'intérieur. L'entrée s'interrompit. C'était l'avant-dernière note. L'adresse suivante, datée de 2 semaines plus tard, était beaucoup plus courte. 14 novembre. Déjà presque un mois ici. Je surveille la forêt depuis la tour. Migration des oiseaux. 2 fois, un ours s'est approché de l'enceinte. Sémion pose des pièges.
Du gibier, nous en avons assez. Fédor doit bientôt nous rendre visite. Les séances de communication avec le président du comité de district, je les fais régulièrement. L'état après la visite des sculptures rituelles de pierre s'est progressivement normalisé. Les premiers jours, nos corps brillaient dans l'obscurité. Maintenant, le rayonnement a disparu, s'est dissous. Mais à l'intérieur de l'organisme, quelque chose d'étranger continue de s'agiter. Nous ne savons pas de quoi nous sommes devenus les témoins. Fart s'est calmé, prenant au début nos silhouettes brillantes pour des fantômes sinistres, s'apprêtant à se jeter avec un aboiement furieux. Ce que montreront les jours suivants, seul le destin le sait. Nous attendrons Fédor. C'est alors que cela se produisit. Il s'était complètement installé sur le nouvel emplacement, continuant à faire les inspections quotidiennes du territoire. Et ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner, Fart, qui courait dans la cour et chassait les écureuils, prit soudain une posture menaçante, se lançant dans un aboiement furieux. Tout de suite, une détonation retentit. La cime d'une branche au-dessus de la tête de Sémion vola en éclats. Immédiatement orienté, Alexei, excellent entraîné à la frontière, se rua à plat ventre sur le sol. Le second coup de feu tonna maintenant près de lui. Sémion roula dans les buissons. Alexei, se courbant, sentant le sifflet de la mort dans sa nuque, se précipita vers la véranda où, derrière la porte, se trouvait un fusil avec un plein chargeur. Sur la tour se trouvait le second carabine, mais il était déjà impossible d'y grimper. Il faisait déjà sombre. Il s'apprêtait justement à allumer le projecteur. Simeon restate disarm. Le troisième fusil se trouvait dans l'entrée de l'isba. Il tire des buissons, jura-t-il, se pressant contre le sol sous l'auvent, attendant les ordres. Alexei se pencha avec le fusil à la main, montrant à Sémion qu'il prendrait l'autre et que lui devrait ramper vers celui-ci. Nechaev fit ainsi. Rampant, ayant franchi une dizaine de mètres, il roula dans une dépression près de la véranda, saisit l'arme et sans une seconde hésitation, tira un coup de feu pour pouvoir ensuite partir tranquillement vaquer à ses occupations. Nous leur sommes une épine aux pieds. Les coups de feu venaient de derrière le fil de fer barbelé où se dressait une épaisse forêt. Il était impossible de déterminer d'où exactement on tirait. 4, pas moins, tira Alexei au hasard dans les buissons, exaspéré. Il se déplace, attaque tantôt d'un arbre, tantôt d'un autre. Comment notre Fédor entend-il cela? Pense-t-il à nous? Ici, il vaut mieux ne pas attraper de balles dans le front. À cet instant, retentit un coup de feu tout près. L'un des braconniers s'était approché au plus près de l'enceinte. On entendit une voix déformée par les coups de feu. « Vous ne partirez pas d'ici, salopard. »« Qui aboie là-bas » répondit Sémion. « Montre-toi, morveux. Je t'ai vu, tu es dans un cercueil. » Une branche se balança. Alexei logea immédiatement une charge, entendant un gémissement déchirant. Le premier est prêt, souffla Nechaev. Décharge tout ton carabine dans l'épaisseur des buissons. On entendit des buissons où Fart s'était immédiatement élancé avec un grondement guttural. Il saisit le blessé à la jambe. Celui-ci haletait déjà, n'ayant pas la force de se défendre. Entraîné, le chien brisa les vertèbres cervicales de la victime en un instant. Et quand les convulsions de son corps se calmèrent, il s'assit docilement à côté, attendant son maître. Pour finir, retentit encore un coup de feu, des éclats de verre s'éparpillèrent, des vitres d'eau des fusils se brisèrent. Dans les fourrés, les derniers sons furent des frôlements s'éloignant dans les profondeurs de la forêt. Ils sont partis, laissant deux mourants. Revenant à lui, Sémion essuya son front en sueur. Ils nous ont donné un jour pour partir. Où partir? Nous venons juste d'arriver. Je me fous de leurs menaces. Je dois surveiller la forêt depuis la tour, et je vais filer à toutes jambes comme ce misérable le menaçait. Nous avons des munitions en abondance, constata Nechaev. Mais ils peuvent nous tirer dans le dos par derrière. Le bourriate, même s'il est prévenu, ne restera pas longtemps ici. Il doit nourrir sa famille, veiller sur son père mourant. Par radio, nous appellerons des renforts. Et quoi? Une section de soldats arrivera, ils fouilleront la forêt. Et ceux-là, pendant ce temps, disparaîtront quelque part. La taïga est immense. Les soldats s'assiéront, chasseront les écureuils, puis repartiront en hélicoptère. À peine seront-ils partis, que ceux-là seront là. Voilà, ils ne voulaient pas partir, reçoivent une balle dans la tête. Tu as bien parlé, convint Alexei. Est-ce ainsi dans tous les carrés, avec tous les gardes forestiers? Pas avec tous. Seulement dans ce carré. La tache blanche sur la carte. Le lieu maudit. Le coin le plus reculé du Baïkal. Quelques minutes plus tard, s'étant assuré que les assaillants les avaient laissés, au signal de la voix du chien, Fart aboya, appelant son maître. Au total,
4, comme nous le supposions. Mais 2 d'entre eux peuvent déjà ne pas être comptés, conclut Sémion, balayant le cercle avec son fusil. Ceux-là gardent jalousement leur territoire des étrangers, des intrus. Si ce sont ceux qui nous ont attaqués plus tôt, alors ils nous ont suivis à la trace, attendus, attaqués, prévenus. Étrange qu'il n'ait pas eu peur de Farth. D'après l'attaque, ils sont 4. Alexei appela par radio le président du comité de district, transmit ce qui s'était passé, n'oubliant pas de partager ses doutes concernant l'envoi de renforts. Pensez-vous qu'ils soient retournés vers leur mine? S'éleva la voix de la radio. Ce ne sont pas des chercheurs d'or, dit Fédor le guide. Ce ne sont pas des fusils de chasse qu'ils ont, mais des fusils à canoncier. Envoyer des soldats n'a pas de sens. Ils peuvent se diviser par paires, se cacher. La taïga est immense. Essayez de remarquer depuis les hauteurs. Mon frère ira avec vous, proposa Fédor. J'ai un fusil à 2 canons. Envoyez Tamir avec le cheval, et je reste avec vous 2 mois pour vous protéger. Non, cela ne se fait pas. Il faut me nourrir, pêcher du poisson. Et le vieil homme a besoin de soins, il est à l'article de la mort. Le bourriate réfléchit. Mon vieux père, le chaman, partira bientôt dans la vallée des esprits. Dans cette vallée où se trouve l'idole de pierre, le totem. Tamir jeta une poignée de poissons fraîchement pêchés au feu, que seul l'Angara et sa majesté le Baïkal pouvaient offrir. Et quand le soleil se coucha et que tout s'endormit, montant la garde avec les fusils à tour de rôle, Alexei nota dans son journal, 22 octobre. Hier, nous avons été attaqués par ces mêmes braconniers, pensons-nous, qui ont tué l'ancien garde forestier. Ils tiraient d'un fusil à canoncier. Et c'est déjà monstrueux en soi. Sans Farth, ils nous auraient simplement abattus dans notre sommeil. Ils étaient 2, mais quelque part les attendaient encore 2 autres. D'après le guide, nous avons dû nous confronter non pas à des chercheurs d'or qui n'ont pas de fusil à canoncier. Ces meurtriers sont quelque part prêts, ils nous poursuivront jusqu'au camp lui-même. Heureusement, le bourriate a apporté encore des munitions de rechange. Mais que pouvons-nous faire à 2 contre 4 tueurs sauvages? Partout, une taïga impénétrable, et ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle fourrée d'épinettes. Tout notre espoir est sur Farth, sur son flair et ses oreilles. Je te parle, Katechka, avec mon amour toujours vivant. Tu te souviens comment nous sautions sous la pluie pieds nus, et tu as sali ta robe préférée? Tu te souviens comment après le mariage nous sommes allés en Crimée, à la mer, nous nous baignions, nous prenions le soleil? Tu t'étais même brûlé alors, par habitude, et je t'enduisais de crème. Et comment nous tirions au stand de tir aux attractions, et je me laissais faire pour que tu gagnes un ours en peluche, comme nous rêvions que nous irions un jour dans la capitale. Je vis sans toi et comme si je ne vivais pas. C'est pourquoi je suis parti dans ces contrées reculées où errent les ours, où tirent les braconniers. Si nous avions eu une fille, je ne serais parti nulle part. Je l'aurais élevée, aimée, chérie. Je me sens mal sans toi, ma fleur. Nous n'avons pas eu le temps de connaître l'amour jusqu'au bout. Mais tu es toujours vivante pour moi. Je t'aime, ma femme. L'entrée s'interrompit sur le mot « femme ». Une petite larme apparut. Alexei la chassa, ferma le carnet, regarda le ciel noir étoilé. De la lune, sur l'eau bouillonnante, s'étendait un chemin d'argent. Et dans cette obscurité, d'abord quelque chose d'enchantant, puis d'inquiétant, enveloppant l'âme d'une malveillance sourde. Le feu crépitait, les grenouilles coassaient, les rapides grondaient. Farth, les oreilles dressées, semblait voir des lueurs bleues errant dans les buissons, des silhouettes fantomatiques projetant des ombres étranges des idoles de pierre. La nuit passa calmement. Personne ne les dérangea. Seulement au loin, vers le matin, quelque part un ours rugit. C'était pour le mieux. Si un ours rôdait, les braconniers ne devaient pas être loin. Ils étaient invisibles, effrayants, attendant sur leur route, obstinément. Le matin terrible, le dernier, elle, sans issue, arriva. Déjà à la 5e heure, quand il faisait à peine jour et que des ombres grises glissaient encore dans les coins de l'Isba, il devint clair que quelque chose d'inhabituel commençait à se produire. L'anxiété qui avait dérangé le compagnon toute la nuit s'était transformée en un véritable tocsin sonnant d'un carillon dans la conscience. Au premier effluve de fumée, Farth le sentit. Ni Alexei ni Sémion ne dormaient déjà. Et quand l'aube pointa, il devint clair que quelque chose se passait. « Tu sens ?» demanda Sémion, humant l'air inhospitalier. « Je regarde le chien dans la cour », répondit Alexei en fronçant les sourcils. Il s'agite, renifle, ne trouve pas sa place. Il sent quelque chose d'anormal. « Attends !» s'exclama-t-il soudain. Farth, qui semblait perplexe, aboya joyeusement, se précipitant vers l'enceinte. « Ne tirez pas !» retentit une voix familière. « Je viens vers vous. » C'était Fédor,
haletant, essoufflé, se frayant un chemin à travers les buissons. La forêt brûle. Beaucoup de feu. Je courais pour prévenir. Très grand incendie. La taiga flambe. Ils l'ont finalement allumé. Sacré chien. Jura Simeon. Ils ont mis le feu à la taïga pour nous faire sortir d'ici. Je supposais que ces gens pourraient aller jusque-là. Ce n'étaient pas des fusils à canon scié qu'il fallait craindre, Lyosha, mais le feu. Alexei n'entendit pas les dernières paroles. Il se précipita tête baissée vers la tour, monta d'une traite sur la plateforme d'observation, saisit les jumelles, les rejeta immédiatement, se collant aux oculaires du télescope. Ce qu'il pressentait et ce qu'il vit fiévreusement le fit blêmir. La nausée l'envahit aussitôt. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Vers eux, sur des kilomètres de terrain, avançait une masse continue de nuages de flammes, des boules de feu comme de la plasma en fusion, s'écoulant. L'élément de feu roulait en vague droit sur le camp des gardes forestiers. La fumée noire, s'étalant sur la mer sans fin de verdure, approchait déjà par les premiers tourbillons vers la base de la tour. Jusqu'au mur continu de feu, il restait environ 5 kilomètres. La distance était si grande que cela évoquait un express intercontinental fonçant à toute allure sans stations intermédiaires. Le mur de feu s'abattait, se répandait, et ce grondement terrible, croissant progressivement, remplissait progressivement tout l'espace, comme si le ciel et la terre s'étaient remplis de ce même tocsin qui sonnait à l'intérieur de la conscience. D'abord c'était un grondement lointain, comme si les vagues de l'océan se brisaient sur une côte, croissant progressivement, se répandant. Sémion comprit tout, réglant fiévreusement la radio. Voilà le fléau, ces deux salauds rescapés de la fusillade ont mis le feu à la taïga. Maintenant nous aurons un véritable enfer. Une avalanche de feu entoure le camp de tous côtés. Nous ne tiendrons pas plus de 6 heures, et l'hélicoptère des sauveteurs met justement 5 heures pour arriver ici. Sémion hurlait déjà dans le micro. Sur nous arrive un mur d'incendie de taïga. Les braconniers ont mis le feu. Envoyez immédiatement une équipe. Dans 5 heures, il ne restera de nous que des crânes. Fédor plus nous deux, plus le chien. Non, il n'y a pas d'endroit où fuir. Le feu avance par un mur de flammes, entourant le camp. Jusqu'au Baïkal ou à l'affluent de l'Angara, nous n'y arriverons pas. Nous nous défendrons du feu sur place par tous les moyens. Il jeta un regard aux collègues. Au diable, m'entendez-vous? Nous avons besoin d'une aide d'urgence totale. Et jetant le micro, il se précipita immédiatement dans la cabane de garde. Fédor ouvrait déjà les robinets de la pompe, démarrant l'unité hydraulique de la pompe à eau. Fuir était effectivement impossible. Le mur de feu roulant balayait tout sur son passage. Pendant 3 heures, ils installèrent une sorte de barrière métallique, creusèrent des fossés tout autour, les remplissant d'eau dans l'espoir que le mur de feu ne franchirait pas la fragile construction. Ils trempèrent leurs vêtements d'eau jusqu'à la moelle, confectionnèrent des masques artisanaux, y compris pour le chien. Fart éternuait de plus en plus, se couvrant les pattes sur le museau brûlant. La température montait à chaque minute. Les nuages de fumée recouvraient déjà tout le territoire du camp. Les yeux pleuraient, les poumons se bouchaient. Puis, Alexei ne se souvint que par bribes. Tout se mélangea en une danse folle, tourbillonna dans un tourbillon. Combien de temps Sémion hurlait dans le micro? Combien de temps? Nous ne tiendrons pas. Encore une demi-heure, comprenez-vous? Nous sommes déjà calcinés par la chaleur. L'eau commence à bouillir dans la citerne. De la gorge s'échappait une toux rauque, sifflante. Le bourriat arrosait constamment ses vêtements d'eau. Alexei ramassa une pioche du sol, mais la lâcha immédiatement, se levant sur le remblai de terre. Regardant vers la gauche du massif forestier, l'aurore commençait à l'horizon. Une vague de réponses rouges enveloppait, remplissait la ligne de la forêt sans fin, rampait de l'aurore et remplissait progressivement tout l'espace de l'horizon à l'horizon. Derrière lui, les entourant de tous côtés. Le chant des oiseaux s'interrompit. Le silence devint oppressant. Puis immédiatement suivirent plusieurs coups de tonnerre roulants. Ce nouveau tonnerre s'enfonçait solidement dans l'espace entre le ciel et la terre. Il ressemblait déjà à un train ardent, fonçant et dévorant tout à la vitesse d'une locomotive. Il grondait au loin, puis se brisait en une résonance puissante dans le lit profond de l'Angara lointaine. Tout devenait de plus en plus et effroyablement proche. Il semblait que la terre tremblait, et comme pour accompagner ce grondement, sans fin, des éclairs en demi-cercle, des séries d'éclairs en zigzag, des tourbillons d'éclairs tombaient. Des cercles croissaient en un carrousel céleste continu, venant de côté et de derrière. Le fracas assourdissant de la vague de feu en fusion se heurtait, les arbres se brisaient avec un craquement des troncs, s'enflammaient entorchés, des parcelles entières s'effondraient en nuages brûlants de cendres, d'étincelles, de braises. Les têtes éclataient, les fenêtres de l'isba volèrent en éclats. En un clin d'œil, la porte de la grange près de la pompe à eau s'embrasa.
La citerne de kérosine brûlait quelques instants. Le ciel se couvrit d'un mur de fumée noire lourde. Partout gisaient des mottes de sol calcinées, des pins et des épicéas arrachés avec leurs racines. Nechaef, la casquette en arrière, haletait, saisissant l'air mêlé de terre. Les pommettes arrondies, tirées, la joue gauche enflée, la main dans la vareuse était posée, un bâton enfoncé dans le sol. La bouche déformée par une grimace, les doigts d'un noir de mort tentaient maladroitement de couvrir la plaie fumante. Les vêtements fumaient et se déchiraient sous ses yeux, se transformant en cendres. Il grinçait des dents, mais tout sombrait dans un grondement incessant, comme si l'enfer lui-même s'abattait sur la halte avec une force terrible. Alexei reçut un coup dans la poitrine, et avec une conscience trouble et un bourdonnement dans la tête, il vit pour une raison obscure sous les branches claires d'un tilleul où bruissait la pluie. Et il voulut comprendre pourquoi cela faisait si mal dans la poitrine. À côté, pieds nus dans les flaques, sautait en riant Katia. Il avait envie de vomir, mais ne vomissait pas. Il riait avec elle, et de ses sensations, par un reflet trouble. La conscience passa, la pensée que Katia était vivante, et alors il sentit comment sa bouche se remplissait de son baiser, chaud et doux, et il se vit du haut, dans une toile de pluie se transformant en tache rouge. La vague se répandit devant les yeux, simultanément et furieusement s'arrêta, s'illumina de nouveau par les flammes des arbres qui le saisirent par les membres. Il urla, brulant la gorge. Katechka. Le mur de feu s'abattait. La pompe à eau flamboyante penchait déjà. Fart s'agitait autour de son maître, serrant sa culotte, essayant de le traîner quelque part, de le tirer quelque part. Ses flancs calcinés fumaient, et sa queue s'était transformée en un moignon carbonisé. Le chien ne gémissait pas, ne hurlait pas, ne gémit pas. Sa principale préoccupation était son maître. Le traîner, le mettre à l'abri, le protéger. Mais comment l'esprit canin pouvait-il comprendre cela? Le fidèle chien était impuissant devant une tempête de feu si puissante. Crachant du sang, Nechaef souleva son compagnon assourdi. Le flanc était complètement déchiré par une branche tombée. Des spirales carbonisées suintaient de son flanc dans l'air épais. Des griffes de démons s'enfonçaient dans le visage, arrachaient des morceaux de peau lançant des flammes. Des plasmas de foudre arrachaient des pluies de torchers des arbres. La chaleur âcre de l'air surchauffé déchirait les poumons, brûlait les entrailles, rongeait en provoquant une toux inouïe. De lourds monstres de feu tiraient vers eux leurs mains brûlées, hurlant avec une toux déchirante. « Mon frère, Sauve. regarde l'hélicoptère dans le ciel. » Ils agitèrent les bras, ils apparurent et disparurent avec le fracas d'un coup de foudre, et il était impossible de distinguer où ils s'effondraient par milliers, le Jéricho biblique. Nechaef traversa tout, groggy. Tout autour, une tornade de feu à droite, à gauche, devant, derrière. Toute la taïga semblait s'être dressée sur ses pattes arrière. Dans tout cet enfer déchaîné, il y avait à la fois la misérable vulnérabilité devant la nature et ensemble, une volonté serrée à l'extrême, prête à aider Alexei. Et le destin, qui s'était abattu également et également sur eux avec le tourbillon de feu roulant à travers la forêt. Avec un râle, une expiration de fumée, Nechaef hurla à l'oreille brûlée de son compagnon. Fédor voit l'hélicoptère. Tiens bon, Lyosha, tu ne périras pas comme mon fils. Des éclats de magnésium se mirent à tourbillonner, des flux de turbulence frappèrent d'en haut, des jets d'eau impétueux dégageant une place pour la descente d'un panier de cordes. Les pales tournant frénétiquement dispersèrent un instant le mur de fumée. 3 sauveteurs sautèrent sur le sol flamboyant, saisirent Alexei, lui mirent un masque à gaz, le jetèrent immédiatement dans le panier, y firent passer Nechaef, puis Fart avec le chien brûlé. Alexei ne se souvint plus de rien. Le bourdonnement des rotors, l'odeur de l'hôpital, le masque à oxygène sur le visage, la vibration, la douleur sourde des brûlures sur tout le corps. Alexei ouvrit les yeux et essaya un moment de comprendre où il se trouvait. Des voix d'hommes et de femmes se penchaient sur lui. Cette même jeune fille qu'il avait vue dans le couloir du centre de district, quelques secondes. La jeune fille arrangeait la perfusion, posait avec soin des bandages sur les cloques gonflées des brûlures. Alexei ne voyait pas encore son visage. Il était brûlé jusqu'à méconnaissance. Les oreilles brûlées, le nez, les cheveux tombés sur les mains, des bandages sur les cloques. Les premiers mots d'une voix rauque furent « Simeon. Tu sotemente to fight lagori. » Avec Nechaef. Fart. « Où est mon chien ? Doucement, doucement, mon garçon, doucement, doucement. Ne te lève pas, tu ne dois pas, tu es sauvé. Sémion, Fart, le bourriade sont vivants, mes chéris, tous vivants, allongés à côté, sous perfusion. On a fait une piqûre au chien, il dort, pensez. Vous êtes sauvé, mon garçon. » Des larmes de bonheur coulaient de ses yeux, des larmes de joie, d'amour. Tous 4 furent sauvés. L'hélicoptère volait au-dessus de la taïga en flammes, les ramenant chez eux.
Comment vous appelez-vous, ange des cieux » croassa Alexei, regardant de ses yeux aveugles, larmoyants, le doux visage aimable de l'inconnu en blouse blanche. « Vous êtes médecin » Doucement, caressait-elle sa tête brûlée. « Je veillerai sur vous jusqu'à la fin des jours. Maintenant, nous ne nous quitterons plus. Vous êtes des héros, vous avez survécu à une terrible tempête. Vous étiez condamnés, mais nous sommes arrivés à temps. » Leader, Répéta Alexei, ses lèvres gercées bougeant. Ledaka, Et il replongea dans les ténèbres, maintenant déjà avec un sourire. Comme l'ont montré les enquêtes ultérieures, les 2 meurtriers qui s'étaient cachés sous les arbres de la tempête de feu, eux-mêmes brûlés, disparurent, se dissolvant dans l'enfer de feu de cette mère adoptive, la taïga, qu'ils avaient eux-mêmes allumée. 1 mois plus tard, quand l'incendie majeur fut partiellement éteint depuis les hélicoptères et partiellement éteint de lui-même, leurs squelettes calcinés furent découverts par des chasseurs bourriates qui pratiquaient la chasse à la fourrure dans ces lieux. Neshaef, brûlé mais né de nouveau, comme il aimait le répéter plus tard, trouva en Alexei un nouvel ami, et peut-être un fils. Le fidèle chien Fart s'en tira avec des flancs brûlés et une queue écourtée carbonisée, qui selon tous les signes anatomiques devait bientôt repousser. Quant à Alexei, on ne l'appela plus autrement que Lyomka, à cause des cicatrices sur le visage. Grâce aux mains attentionnées de Lidoshka, ce qui les attendait ensuite, il fallait le demander à ces idoles de pierre sous la forme de créatures inconnues qui avaient visité la planète Terre probablement à l'aube de l'humanité. Elles se trouvent toujours quelque part dans les massifs forestiers inaccessibles du Baïkal, illuminant parfois de leur mystère. L'inscription Zor, qui en vieux russe signifie 8, mais que personne ne voit. Sur ce, c'est tout, amis. Aujourd'hui, vous avez écouté le récit d'Alexandre Zubenko, le 8e garde forestier. Si la vidéo vous a plu, mettez les pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Taïga. Et n'oubliez pas les commentaires. À bientôt sur les sentiers des histoires de Taïga.